que j'étais la star du moment sur Project Cars. Le roi. Ouais, j'avais 17 ans encore. Tu passes combien de temps tu penses au simu par an? 70 journées, c'est énorme. T'étais proche de Jules, toi, quand même? Et ce jour-là, je sais que c'était pas un accident comme les autres. T'en as voulu à Charles indirectement parce que, en vrai, non, ouais, jamais. Non, jamais. En Formule 4, je me suis dit, ok, maintenant j'ai une chance, faut que je la saisisse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode Cool Room, votre podcast qui vous fait découvrir le parcours des personnalités du sport automobile. Aujourd'hui, on est dans un cadre un petit peu particulier. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous reconnaissez ce lieu. On est à l'Automobile Club de Monaco. Et aujourd'hui, j'accueille un invité forcément lié à ce lieu très particulier. Aujourd'hui, on est avec le pilote de développement de la Scuderia Ferrari, ancien pilote de Formule 2 et pilote en GT en endurance, monsieur Arthur Leclerc. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci d'être venu, d'avoir pris le temps. On est à quelques jours en plus là des 24 de Spa, donc ça bouge pas mal. Comment tu vas en ce moment ? Écoute, ça va. J'ai un peu mal au cou. J'ai fait des tests en Formule 1 hier à Barcelone, donc un peu de courbature, mais tout va bien. Tout va bien. Bon, on est à l'Automobile Club, on est à la maison. Qu'est-ce que ça représente pour toi ici, forcément, toi qui es monégasque ? C'est un petit peu le lieu sport auto pour Monaco. Écoute, oui, c'est super cool. Déjà, on est à la maison, donc j'ai pas eu beaucoup de, distance pour venir ici. Et puis non, c'est sympa. Je suis pas venu souvent à l'Automobile Club, mais ça fait plaisir de remettre les pieds ici. On va parler un petit peu de ton parcours, forcément. Mais d'abord, on va parler de Monaco. Tu es né ici, tu as grandi ici, tu es pilote, tu es fan, j'imagine, de sport automobile aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le sport auto à Monaco ? C'est juste incroyable. C'est là où j'ai mes tout premiers souvenirs en tant que spectateur de voir la Formule 1. Je venais souvent avec ma famille, donc mon père, ma mère, mes frères aussi. On se mettait dans les tribunes et on regardait le Grand Prix de Formule 1. Et donc voilà, c'est toujours très spécial et encore plus maintenant avec le contexte actuel. Charles qui conduit aussi à Monaco, c'est sûr que c'est une expérience assez spéciale. Là, on sort, au moment où on tourne ça, on vous cache rien, on sort des périodes de Grand Prix, etc. Ça change beaucoup pour vous, là, à Monaco, quand il y a les Grands Prix. Le fait que tu aies les rails, que tu aies beaucoup de monde, etc. Ça modifie un peu le train de vie ? Déjà, ça modifie pas mal la circulation. C'est un peu plus compliqué de circuler à Monaco, mais après, en termes d'ambiance générale, oui, il y a beaucoup plus de fêtes, beaucoup plus de personnes. Donc non, c'est super. Et puis, il y a une ambiance tellement spéciale pour le Grand Prix de Monaco, tellement d'événements, tellement de pression aussi pour les pilotes, parce que voilà, beaucoup de pression qui est mise sur la qualification, comme c'est un endroit où c'est un peu compliqué de dépasser. Donc non, c'est sûr que c'est un événement particulièrement spécial et pas pareil que les autres Grands Prix. Alors, on va refaire ton parcours un petit peu, mais du coup, donc, toi, t'es d'ici, c'est quoi tes premiers souvenirs liés, on va dire, aux voitures, parce que c'est peut-être même pas la Formule 1, mais c'est quoi tes premiers souvenirs automobiles à Monaco ? Mes tout premiers souvenirs, c'était, on était à la tribune juste en face, juste à côté du tabac. Donc c'est le virage malheureusement où Charles a tapé en qualification. Ouais. Et j'étais avec ma famille, on était placés tout en haut avec ma mère, avec mon père et Charles. Je me rappelle plus s'il était là. Bon, je pas. Et puis voilà. Et puis après il y avait les voitures en fait faisaient tellement de bruit, je me rappelle qu'on portait des casques. À l'époque du coup. Ça faisait trop mal aux oreilles. Putain, ça a bien changé ça. Hein. Ça a un petit peu changé malheureusement. Mais, et puis je me rappelle aussi, il y avait la GP3 à l'époque qui roulait et puis je me rappelle que c'est là où j'ai vu le premier accident sous mes yeux. Okay. La GP3 au premier virage, j'ai eu un gros carton et donc c'est mes tout premiers souvenirs. J'ai pas énormément de mémoire malheureusement. mais ça marque, tu disais le bruit justement. Moi j'ai fait ça. les 3 derniers Grands Prix à Monaco, on porte plus de casque, t'en as plus besoin maintenant. Même je pense que c'est les Porsche qui font le plus de bruit. Moi je dirais la F3. La F3 maintenant, la F3 ça fait quand même beaucoup de bruit et puis le bruit est très beau. J'adore le bruit de la Formule 3. Après la F1 aussi, en termes de bruit, c'est vrai que c'est pas aussi intense qu'avant, mais je trouve que le bruit est quand même très beau aussi en Formule 1. Bon alors on va s'attarder un petit peu sur ton parcours et ton métier. Alors techniquement, ton métier c'est d'être pilote, mais tu pilotes beaucoup de Ferrari, vu que tu as les F1, les GT, tu fais du simu aussi. C'est quoi pour l'instant toi tes voitures préférées à rouler ? Parce qu'on va y revenir, tu as fait beaucoup de catégories, tu as fait beaucoup de styles de voitures aussi. C'est quoi un petit peu ton choix perso ? C'est sûr, la Formule 1 c'est toujours très spécial à conduire. C'est incroyable, c'est la voiture qui a le plus de chevaux,
c'est la voiture qui a le plus d'aéro, donc celle avec laquelle tu as le plus de sensations. Mais après, honnêtement, la GT3 aussi, c'est très très plaisant à conduire. C'est peut-être un peu plus pur en termes de conduite où tu as seulement, c'est simple à dire, mais moteur, puissance et puis pas vraiment de batterie où tu ne dois pas te préoccuper de la batterie, tu as moins de boutons sur le volant. C'est plus du pilotage pur, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tu conduis et puis c'est tout. Et après aussi, la grande différence, c'est que les courses aussi, l'endurance, de faire des courses de 24 heures, ça c'est quelque chose de très spécial à l'endurance. Et honnêtement, ça procure énormément d'émotions, surtout quand tu gagnes ces courses-là, c'est tellement de travail, tellement de choses mis bout à bout que c'est vrai que c'est très spécial à l'endurance. Tu as un style de voiture que tu n'as pas conduit et que tu aimerais tester? Je pense notamment peut-être au rallye. Tu as déjà roulé dans les voitures de rallye? Rallye, j'ai jamais vraiment été super intéressé. Je m'intéresse de plus en plus. J'aime beaucoup, mais après, c'est vrai que c'est très différent. C'est très différent. Je pense que c'est beaucoup d'études du circuit avant, je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est ça, les recos. C'est ça, les reconnaissances, surveiller les virages, etc. C'est ça. Très, très différent, ouais. Donc je pense que c'est une approche quand même complètement différente du sport auto où voilà, tu as un circuit, tu dois optimiser par exemple les 7 virages, tu dois être le plus vite possible et aller chercher les petits derniers centièmes. Je pense que le rallye, c'est un peu plus du risk management où tu pousses un peu plus. Après, peut-être que je me trompe complètement. Non, je pense que tu as raison. Parce que pour le coup, pour avoir été avec Thierry Neuville et avoir fait pas mal de rallye, c'est très très différent dans l'approche. Ouais. Ils sont là 2 heures avant et regardent les on-board d'une Clio qui passe pour leur montrer un peu les trous et la météo, etc. Ouais, c'est ça. Alors que vous, c'est très. Faut perfectionner chaque virage. En rallye, juste essayer de survivre sur les 25 km, quoi. C'est ça. On va revenir un petit peu, du coup. On va revenir il n'y a pas si longtemps parce que tu as roulé en Formule 1. Tu as fait des sessions de Formule 1, que ce soit en test privé, mais en session officielle aussi. Tu as, en 2024, roulé pour la première fois, du coup, en session officielle, avec Ferrari à Abu Dhabi. Alors, on commence très rarement comme ça, mais on va commencer par la fin, entre guillemets. Comment, du coup, est arrivée cette opportunité? Est-ce que, du coup, au final, c'était pas un peu un rêve pour toi en tant que pilote? Ouais, c'est sûr que c'est un rêve depuis tout petit. Comme j'ai dit, je regardais la Formule 1 avec mes parents, avec mes frères. On voyait Lewis, on était petits, j'en avais 6, j'avais 7 ans ou 8 ans, je crois, peut-être. Okay. Parce que tu es né, du coup, toi, tu as 25 ans aujourd'hui. J'ai 25 ans. Tu es né en 2000. Non, oui, Lewis est arrivé peut-être à mes 10 ans, mais non, même pas, si, tu as raison, non, si, Lewis, mais c'est juste pour dire que du coup, tu es encore jeune, du coup, tu as découvert le sport auto très jeune aussi. Oui, j'ai découvert très jeune, donc c'est vrai que voilà, depuis tout petit, tu vois tous ces pilotes qui performent, tu les vois à la télé et puis tu as un seul rêve, c'est d'un jour d'être pilote de Formule 1 ou de conduire avec eux. Et c'est vrai que voilà, Abu Dhabi 2024, ça s'est réalisé, donc c'est un rêve pour moi, c'est un rêve qui est devenu une réalité. Et oui, non, c'est sûr que c'était un moment très très spécial, beaucoup d'émotions, prendre le circuit surtout avec Charles qui était mon coéquipier du coup. Sympa, cette session-là. Le line-up entre frères, sympa quand même. Donc non, c'est vrai que c'était très spécial et encore plus avec Ferrari, il y a tellement de... Enfin, c'est une voiture rouge, mais... Tous les regards sont portés sur toi en plus, quoi. C'est tellement spécial d'être dans Ferrari, juste de mettre le volant. Tu vois le petit logo Ferrari. C'est juste incroyable. Tu avais beaucoup de pression quand même parce que mine de rien, alors on va y revenir, mais tu as fait de la F2, tu es passé par la F3, etc. Donc tu as fait tout le parcours en fait pour arriver en Formule 1. Mais quand on te jette comme ça sur une dernière course en plus de la saison, tu as de la pression un peu. Il ne faut pas faire de bêtises, il faut être à l'écoute, il faut faire bonne impression aussi. Il y a toujours de la pression. Maintenant, mon rôle pendant CFP1, c'était vraiment de prendre le plus de data possible et d'essayer aussi d'aider beaucoup le simulateur, comme je suis pilote développement, donc c'était vraiment l'objectif numéro 1. Oui, il y a toujours un peu de pression. Maintenant, on n'est pas sur les mêmes programmes comparé à Charles généralement pendant la FP, donc c'est un peu compliqué à comparer. Donc, on va dire que c'est pas... Enfin, je veux dire, voilà, tu dois pas faire premier de la session et tu sais que dans tous les cas, il y a tellement de tests et tellement de... Enfin, le programme n'est pas pareil que c'est pas possible. Mais d'un autre côté, voilà, moi, je savais que
pendant ce test-là, c'était très important de me focaliser sur le feeling, sur apporter le plus de data possible et le plus de feeling au simulateur pour essayer de l'améliorer à l'usine et essayer de faire un meilleur boulot de ce côté-là. T'en parles parce que là, donc, on a eu le Grand Prix de Barcelone il y a quelques temps où il y avait, je crois, 7 rookies en FP1. C'est quoi le rôle du coup? Parce que souvent, on va comparer les chronos, on va se dire « Ah, regardez, lui, il est 21e, il a 4 secondes, etc. » Tu fais quoi quand justement t'es pilote de développement et qu'on te met en FP1? Ça dépend. Je pense que pas toutes les équipes ont la même approche. Il y a des équipes qui prennent des rookies pour juste avoir une comparaison avec le pilote officiel et savoir un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, une FP1, c'est très très compliqué parce que tu arrives et on te demande d'être performant en 1 heure de free practice et puis surtout, les pneus sont tellement… Il y a tellement de grip, mais seulement sur un tour, que le deuxième tour, déjà, tu as un drop de 3 ou 4 dixièmes dans les pneus. Wow. Et tu es contre des pilotes d'F1 qui font ça toute l'année, surtout en arrivant à Abu Dhabi, donc ils ont l'habitude d'exploiter le tour numéro 1 à fond. Et puis ensuite, ils savent exploiter le pneu. Donc je pense que le plus difficile pour un rookie, c'est vraiment d'exploiter le pneu sur le premier tour. Donc c'est très compliqué de performer généralement en FP1. Mais bon, ça dépend des équipes. Généralement, il y a plusieurs stratégies. Il y en a qui utilisent pour comparer un peu leurs pilotes. Moi, dans mon cas, c'était vraiment pour focaliser sur le développement, sur le simulateur à l'usine Maranello. Donc, voilà, il y a des écarts un peu de… J'ai une question bête, mais du coup, toi, tu passes du simu à la voiture. Tu retrouves un peu tes repères ou ça change vraiment? Tu te dis, oh, c'est quand même différent là. Je dois dire que c'est quand même très très bien fait le simulateur. C'est facile. Non. C'est pas facile, mais c'est quand même très très bien fait. Ça veut dire que la balance de la voiture est très similaire. Le feeling est très similaire. Le seul truc qu'on n'arrive pas à reproduire au simulateur, malheureusement, c'est les forces G. Ah, ok, ouais. Donc voilà, sinon il faudrait être sur un rail de 4 km et… Oh, l'enfer. Donc c'est pas possible. Donc, mais après, sinon, en termes de balance, en termes de physique, on est vraiment très 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 réaliste. Il y a toujours des petites différences. Le simulateur est tout le temps à la chasse de la réalité parce que les conditions sont tout le temps différentes dès qu'on est en réalité. Donc on essaie de reproduire à chaque fois le maximum possible ce qui se passe en réel. Donc c'est très compliqué de prédire par exemple une course ou une condition. Donc des fois peut-être on se loupe un petit peu avant des week-ends ou quoi. Mais généralement, je dois dire qu'on fait un très très bon boulot et que l'équipe au simulateur sont très très fortes. Parce que le simu, du coup, tu dois le développer constamment en fait, tout au long de l'année. C'est pas, tu as un simu en janvier et c'est le même en décembre. Ouais. Tu vas le faire évoluer dans les paramètres, etc. Tu vas lui mettre des nouveaux réglages de météo ou de température, j'en sais rien, non? Constamment, ça évolue. Surtout, tu as le modèle pneu, je pense c'est le plus compliqué. C'est ce qu'il y a de plus dur en fait en Formule 1. C'est très très dur. Pneu, de toute façon, c'est ce qui fait un peu tout, ce qui fait la balance, ce qui fait le grip, ce qui fait absolument tout. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que pendant les week-ends de course, pendant les free practice, tu as les voitures qui conduisent. Après cette free practice, nous, on est à l'usine et on essaie de calibrer le simulateur pareil que la réalité. Donc on va rouler nous sur le simulateur et essayer que toutes les datas s'alignent avec celles de la réalité. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait la première corrélation, on va pouvoir travailler sur le setup. Ça c'est pareil parce que toi du coup c'est ce qu'on appelle le race support. Ouais. Ça, j'ai retenu. Je fais le race support du coup, donc ça veut dire que quand les FP roulent à Barcelone par exemple, toi tu es à Maranello au simu pour faire des tests, ça peut durer jusqu'à tard le soir en plus. Qu'est-ce que c'est ton rôle? Vraiment, du coup, il y a un feedback aux ingénieurs et les ingénieurs l'envoient au circuit, j'imagine. T'es pas en discussion directe, j'imagine, avec les pilotes On peut, oui. Okay. On peut être en discussion directe, ça arrive. Généralement, ce qui se passe, comme j'ai dit, c'est on fait la première corrélation et puis ensuite on travaille sur les réglages. Donc il y a l'équipe circuit, donc Charles ou Lewis, qui vont dire leurs limitations avec la voiture. Et nous, on va travailler au simulateur pour essayer de corriger ces limitations. Donc voilà, il y a des ingénieurs qui viennent et qui disent « Ok, on va tester ça pour essayer de corriger ces limitations. » Et nous, on doit donner notre feedback après la session pour savoir si ça va dans le bon sens ou pas. Et puis ensuite, après cette session-là, on a un débriefing tous ensemble où tu as Charles, où tu as Lewis, toute l'équipe course et on est tous connectés à la même radio. Et puis ensuite, parfois, on peut parler. Donc des fois, ça arrive que Lewis ou Charles nous posent des questions directement et puis qu'on communique via radio pour… échanger un peu sur les feelings, sur tout ce qui se passe au simulateur. Ok. C'est pas trop dur de faire genre 6 heures de simu d'affilée un vendredi soir jusqu'à 1h du matin? C'est un petit peu… Non, honnêtement, moi j'adore conduire, en plus je suis très intéressé aussi sur le développement, ça se passe très bien, on a une super équipe, donc
ça pourrait être pire. Mais, des fois, je vois tes stories, 2h du mat, tu sors de l'usine, je me dis quand même, physiquement, ça va. Puis en plus, quand il y a le jet lag, s'ils sont à Singapour ou quoi, c'est ça. Ça, c'est le plus embêtant, on va dire, c'est dès que vraiment il y a un décalage horaire, de se réveiller à 2h du matin ou de faire le simulateur pendant la nuit, ça c'est dur. C'est le plus embêtant. Mais après, sinon, je dois dire vraiment que c'est plaisant. Tu roules quand même sur le meilleur simulateur au monde, tu es en contact avec les meilleurs ingénieurs du monde aussi. Donc, et aussi avec les meilleurs pilotes au monde. Donc en fait, c'est tellement. Moi, j'adore ce que je fais, donc honnêtement, j'ai pas de plainte. En 2025, du coup, tu avais fait une deuxième EL1, rebelote, avec Ferrari une nouvelle fois. C'est plus simple la deuxième fois, du coup, ou pas? C'est plus simple parce que tout simplement, tu as pris un petit peu de l'expérience de l'année passée. Tu connais peut-être un tout petit peu plus les pneus, même si, comme j'ai dit, en free practice, c'est très compliqué. Les pneus changent à chaque fois, tous les ans aussi. Et puis en free practice, je pense que tu dois avoir 6 push-laps, 7 push-laps. Tout le reste du temps, c'est après, c'est que de la gestion. Oh là là. C'est ça. Et long run, mais long run, ça n'a rien à voir avec un push-lap. C'est toujours très compliqué, on va dire, vraiment d'exploiter le pneu et de se mettre en haut dans la fiche des temps. Mais non, c'est sûr que ça aide un petit peu. Toute petite expérience que tu construis en Formule 1, ça aide beaucoup. Et puis, tu es contre des pilotes qui sont là depuis 10 ans. Quoi, qui n'ont pas grand-chose à faire contre eux, quoi. Ouais, mais bon, c'est top parce que tu apprends énormément. Tu vois aussi la manière dont ils travaillent. Tu vois aussi la manière dont ils conduisent. Tu as une comparaison directe. Même si parfois on n'est pas dans le même programme, il y a toujours des choses à en tirer. Donc c'est super intéressant. C'est pas frustrant quand tu es jeune pilote comme ça et qu'on te dit, tu as une FP à la fin de la saison. Tu as envie de te dire, je vais faire quelques tours, je vais me faire plaisir, pousser la voiture et tout. Et au final, tu fais des longs runs en hard. Derrière le volant, t'es pas un peu en mode bon? Ça dépend comment tu vois les choses. C'est sûr que ça peut paraître frustrant, mais encore une fois, c'est pas ton rôle, quoi. T'es là pour aider justement l'équipe, c'est ça? Voilà, ça dépend. Et puis honnêtement, moi je me trouve. Je suis le plus heureux du monde dès qu'on est dans la voiture. Et puis dès que j'ai ces opportunités-là, bien sûr, tu veux toujours faire bien, mais bon, faut que tu bosses pour l'équipe. Tu travailles pour ça aussi. Bon, tu le disais justement, c'était avec ton frère, ces roulages à Abu Dhabi. J'imagine que du côté de la famille, maman, elle devait être très très contente. C'était comment un petit peu quand on annonce que les frères Leclerc roulent à Abu Dhabi? C'est quoi un petit peu le sentiment de votre côté? Je pense que c'était très spécial pour elle. Je sais pas si elle se rend vraiment compte. C'est vrai qu'il y a tellement. Je pense qu'on a été tellement surpris aussi par le parcours de Charles. Je veux dire, ça a commencé avec Alfa Romeo et puis on venait vraiment. Enfin, le parcours de Charles est quand même improbable. Je veux dire, on vient pas vraiment d'une famille fortunée. De base, il devait arrêter le karting à partir de 13-14 ans parce qu'on n'avait plus de sous. Moi, j'ai arrêté le karting très très tôt, justement parce que mon père n'avait plus les budgets pour financer et lui et moi. Donc le fait qu'il arrive en Formule 1, ça a été déjà un gros choc. Le fait qu'il arrive chez Ferrari, ça a été un énorme choc. Le fait qu'il batte Sébastien, ça a été Donc ça a été crescendo. Donc je ne sais pas si le fait de moi et Charles de faire les free practice, ça a été aussi un très très gros choc. Enfin moi, en tout cas, ça a été émotionnellement incroyable. Ma mère, je pense qu'aussi, c'était magique aussi pour elle, pour toute ma famille. Donc honnêtement, oui, c'était un moment très sympa qu'on a tous partagé ensemble. C'est quelque chose, j'imagine, mais même la famille, forcément, toi, tu as eu un parcours différent. On va reparler justement avec, justement, tu as dû faire des pauses pour des raisons financières. Mais le fait justement que là, tu continues en GT, pour la famille, c'est trop bien. Et surtout pour la maman, de voir ses deux fils rouler chez Ferrari. J'imagine qu'elle, pour elle, elle est très contente. Oui, non, c'est sûr. Comme j'ai dit, je pense que j'ai tellement de chance aussi au vu de mon parcours. À mes 17 ans, je pensais que je savais même pas que j'allais faire du sport auto. À 17 ans, j'étais encore à l'école et je pensais que fallait que je passe mon bac. Le bac d'abord. Elle était comme ça, ta maman? De quoi? Les études avant le sport auto? Oui. Mon père était très dur avec moi pour que je sois un peu plus fort à l'école. J'étais peut-être pas le meilleur aussi. C'était bon en cours? J'étais bon, mais alors uniquement en maths. Ok. Attention, j'espère qu'il n'y a pas un prof de maths qui attention, prof d'Arthur Leclerc en seconde, on sort les bulletins. J'étais assez fort en maths. Après, français, j'étais terriblement mauvais. Anglais, non? Anglais, non. Anglais aussi. En fait, le problème, c'est que j'étais pas une énorme flèche à l'école. À part en maths et en physique, c'était les deux trucs où j'étais plutôt bon. Mais ensuite, non, je galérais un petit peu. Ok. Bon, vaut mieux le volant que les cours apparemment. Ouais, c'est ça. Tu as roulé donc avec Ferrari donc en FP, mais tu roules aussi du coup en test privé.
il y a plein de tests, si je dis pas de bêtises, en Formule 1, et je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas. Il y a des tests Pirelli, où j'imagine que vous testez les pneus. Oui. Il y a des tests TPC, donc Test Previous Cars, avec des anciennes voitures. Et tu avais notamment, tu me corriges si je me trompe, testé des systèmes pour la pluie à l'époque. Oui. C'était Ça, toi c'est qui les étais tests. au volant de cette Avec, voiture sur le pneu là, non? Ouais, Le avec garde-boue, là. Oli Biermann. C'était comment ça? Parce que ça, on n'en a jamais entendu parler par la suite. Ça, c'était les tests. Alors, je sais pas si c'est Pirelli, je pense que c'est plus FIA Ok. pour introduire un système de sécurité. Donc, on avait fait un test à Fiorano où ils avaient mouillé le circuit et on avait des espèces de garde-boue. C'était vraiment pour essayer de limiter le spray que les voitures dégageaient pour Ok. qu'on ait un peu plus de visibilité pendant la pluie parce que dès qu'il pleut, c'est un désastre. À ce point-là? On voit rien. Oh ouais. Mais rien du tout. En F2, par exemple, on partait, c'était à Spa, si je me rappelle bien. C'était un désastre. On n'arrive pas à avoir plus de 20 mètres et dès que tu es derrière et que c'est reprise de foutu. safety car, on voit rien. C'est même pas au-dessus de 5 mètres. Tu vois juste par rapport aux lignes blanches si tu es sur le circuit ou pas. Tu vois les panneaux. Et généralement, la règle qu'on a tous entre pilotes, c'est de rester à fond dans la ligne droite parce que s'il y en a un qui lâche, malheureusement, c'est ça. Tu percutes le En mec fait, devant, ouais, c'est quoi. ça, tu tapes le mec de devant et si tu relâches, peut-être le mec de derrière va te taper. Donc non, c'est très très compliqué. On avait essayé ces garde-boue pour essayer de limiter le spray, mais ça n'avait pas vraiment fonctionné parce qu'en fait, la plupart du spray qu'on voit par les voitures, c'est provoqué par le diff, diffuseur. non? Ouais. Ok. Mais du coup, tu fais les tests, donc Pirelli, Maranello aussi, tu fais tous les tests privés pour Ferrari. Les tests Pirelli, c'est un peu plus intéressant parce que là, tu conduis la voiture actuelle de l'année. Donc pour nous, c'est des feelings qui sont valables et qu'on peut développer en temps réel aussi le simulateur. Ok. On ne parle pas d'une voiture de l'année dernière ou quoi. Donc c'est un peu plus important ce type de test. Mais pareil, encore une fois, en termes de réglage, on n'a pas le droit de toucher la voiture. Enfin, Zéro, c'est uniquement très les peu. tests pour les... On a le droit de rebalancer la voiture peut-être avec le flap et encore, c'est Ok. début de journée. Après, très limité, la quoi. voiture, on la garde stable pour justement faire vraiment focus sur le test du pneu et Ok. donner le plus d'informations possible à Pirelli. Ça se passe comment quand tu vas faire un test comme ça? On te donne du coup des targets de temps, de pneus, parce qu'on voit tout le temps parler de tests Pirelli, mais nous, on ne sait jamais comment ça se passe pour vous dans le garage pendant les tests. Alors, on a en gros plusieurs types de pneus qui sont pas utilisés pendant la saison. Donc, tu as la baseline, c'est un type de pneu qui est utilisé pendant la saison. Ça peut être medium, hard, soft, peu importe le type de pneu qu'ils choisissent pour avoir la baseline. Et ensuite, ils nous introduisent des nouveaux pneus avec, je sais pas trop ce qui change, mais différents... Ils font des trucs dans les pneus. C'est ça, quoi. voilà. Ok. Donc la structure est peut-être différente ou alors la gomme est un peu plus différente. Ils regardent un petit peu, ils s'attendent peut-être à une dégradation un peu plus faible ou un peu plus forte avec un plus gros pic de grippe. Donc nous, on va tester ces pneus, on va essayer de leur donner le plus de feedback possible sur le pneu. Donc c'est des pneus qui sont pas encore utilisés pendant la saison. Donc ça, c'est Mais qui peut être potentiellement utilisé pour l'année prochaine. Ouais, c'est pour l'année prochaine en général, c'est pas pour les années en cours. Non. Ou alors vraiment s'il y a un problème de fiabilité, par exemple on va à Silverstone, il y a des crevaisons partout, peut-être qu'ils peuvent. Ça me Mais rappelle une année, généralement, ça. je pense pas. Il y avait eu une année en 2000, c'était quoi, 2013, je crois où... Il y avait eu une époque où, l'une des premières années où je crois il y avait eu crevaison sur crevaison à Silverstone. Oui, mais C'était arrivé. ouais, ça arrive. Ça dépend aussi des types de vibreurs. C'est pas des fois uniquement la faute des pneus. Ça peut venir aussi un petit peu du circuit, mais bon, maintenant ça arrive plus, donc je suis content. Ça arrive plus trop, je suis d'accord. Mis à part donc du coup le rôle de testeur, tu fais du simu aussi. J'avais une question. Le simulateur, comment ça se passe? Je veux savoir parce que tu en as fait aussi du simu pendant le Covid, on en reparlera, tu avais participé mais sur des jeux vidéo. Oui. C'est pas la même chose. Le simu, donc Ferrari, mais chaque équipe a son simulateur. Comment ça se passe? Vous avez du coup une base qui reproduit la réalité, c'est ça? Oui. Enfin, Qui essaie de s'en c'est-à-dire- rapprocher entre guillemets. Oui. Oui. Alors, le simulateur déjà est très très grand. C'est la Je fameuse sais pas si je sur peux la vraiment. pieuvre là. Non, ça c'était l'ancien. Ah ok, vous avez changé. Ouais. Ok. Alors honnêtement, désolé, mais je sais pas si j'ai le droit de Ok, de on rentre pas dans vraiment les de comment détails est. du Ouais, simu. c'est ça. Mais grosso modo, le rôle du simu, c'est ça. C'est qu'en fait, tu arrives et tu fais des heures et on te fait faire des batteries de tests, donc de réglage de ce que tu disais C'est tout à ça. l'heure, tester des rythmes de course, etc. Moi, j'avais fait du simu avec Victor Martins, mais bon, c'était en F2 à l'époque. Oui. Et en fait, Victor, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il testait beaucoup de procédures. Oui.
D'accord. Alors, est-ce que c'était plus lié à la F2, je sais pas, tu vois. Mais il m'avait expliqué qu'au Simu, tu pouvais pas tester, en tout cas en F2, tu pouvais pas tester exactement la dégradation d'un pneu, etc. Le plus compliqué à faire, en fait, c'est vraiment le modèle pneu. Et le modèle pneu qu'on utilise généralement en F2 ou en F3 est assez simple pour la plupart des teams, ou un peu compliqué, mais bon, c'est presque impossible de simuler la dégradation. Même en Formule 1, on a beaucoup de mal à simuler la dégradation. Ok. On est capable de simuler le pneu sur un tour, et déjà il y a de la dégradation en un tour, il y a de la dégradation thermique, même en un virage il y a de la dégradation thermique. Mais non, en Formule 2 c'est des modèles qui sont relativement simples, Plus donc, simple, ouais. c'est très compliqué, et surtout pour travailler pour le setup et tout ça, généralement le modèle de base en Formule 2 et en Formule 3 est assez simple. En Formule 1 c'est plus complexe. J'imagine. Il y a je ne sais pas combien d'ordinateurs pour faire tourner le simulateur, mais il y en a beaucoup. Le modèle pneu, je ne sais pas sur combien d'ordinateurs il est aussi, mais je pense qu'il est sur plusieurs ordinateurs. Et non, et là par contre on peut vraiment bosser sur du réglage, on peut vraiment bosser sur absolument tout, sur des nouveaux concepts. Donc par exemple l'année dernière je roulais sur la voiture 2026 qui n'était même pas encore créée. Ça, c'est fou. C'est fou en vrai de se dire que vous roulez des voitures, c'est le principe, mais qui ne sont pas encore construites au final. Ça, toutes les équipes le font. Donc, tu as un concept de voiture. Donc, on savait la réglementation FIA. Donc, bien sûr, eux, ils construisent la meilleure voiture possible avec la réglementation de 2026. Elle n'est pas construite, mais bon, c'est le concept. T'imagines que c'est ça, quoi, en gros. C'est ça. Le concept est fait. Eux, ils ont un petit peu j'imagine des outils pour savoir un petit peu comment l'aéro va se comporter, comment la balance va se comporter. Ils mettent tout ensemble. Et puis ensuite, nous, on essaie la voiture virtuellement. La voiture, elle n'est pas créée. Donc, la voiture n'existe pas, mais on teste une voiture qui n'existe pas. Et on travaille déjà sur les premiers problèmes et sur les premières limitations pour améliorer une voiture qui n'existe pas encore au final. Tu passes combien de temps, tu penses, au Simu par an? Parce que 24 Grands Prix, alors peut-être tu fais pas tous les races support, mais quand même, 24 Grands Prix, plus j'imagine que tu vas pas que pendant les Grands Prix pour faire du Simu. Je suis celui qui fait le plus de journées chez Ferrari, mais de loin. Ça se voit, là, vous voyez, de il loin. en peut plus. J'en peux plus. D'ailleurs, je dois y aller demain matin. C'est vrai? C'était pas prévu, mais On moi, va se dépêcher, attention. Mais je fais généralement 70 journées. Wow. C'est énorme. C'est très très fat même. Ouais. À côté, parce que tu as d'autres programmes en plus avec le GT, etc. en plus. J'ai d'autres programmes avec le GT. Des fois, c'est pas facile. C'est dur des fois un peu de gérer justement le calendrier du sim en F1 avec ton emploi du temps à côté de toi de pilote actif du coup en championnat. Oui, bien sûr, j'ai des personnes qui m'aident et puis je suis pas seul aussi. Il y a d'autres pilotes, il y a Giovinazzi, Focco, Beganovic, Camara. Enfin, on est quand même plusieurs pilotes à être sur le simulateur. Chacun a un emploi du temps différent, donc on arrive la plupart du temps à s'organiser pour le calendrier. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et puis une journée de simulateur, ça demande beaucoup mentalement parce que tous les tours, tu dois être à fond. Et si t'es pas à fond, si tu fais trop d'erreurs, c'est pas bien parce que tu commences à faire trop d'erreurs, tu finis beaucoup plus tard. Ouais. Les ingénieurs sont pas très contents. Et de deux, si t'es un peu plus lent ou si tu commences à être un peu trop lent, c'est pas bien non plus parce que eux ils veulent avoir le gap exact entre les différents concepts et différents setups. Donc en fait, t'es tout le temps à fond. Toujours au max quoi. Bon alors du coup, t'as roulé les voitures de 2026 ? Oui. Hier. Elles sont comment ? Hier, oh le flex. Oh le flex, elles sont comment ? Écoute, j'avais un petit peu peur. J'avais une petite appréhension avant de la tester, mais honnêtement, c'était incroyable. Elles sont bien, ouais. On a testé à Barcelone. En plus, c'est très bien passé à Barcelone pour Ferrari. Un peu moins pour Charles, mais... pour Ferrari, t'as dit. Pour Ferrari, c'est très très bien passé. On était très très fort en termes de performance. Le race run de Lewis, c'était incroyable. Donc, non, honnêtement, c'était juste incroyable. Il y a tellement de grip, tellement de puissance aussi. Juste la voiture était top. Maintenant, là, ça pousse à l'accélération. Ça pousse pas mal. Il y a un petit peu, c'est vrai, de drop en fin de ligne droite. Je pense que ça va être amélioré dans les prochaines années, mais c'est vrai que en tout cas, la puissance sortie de virage est assez impressionnante. Plus impressionnante que l'année dernière. D'un point de vue pilotage, elles sont quand même mieux. Moi, personnellement, alors la comparaison est nulle, on est bien d'accord, sur les jeux vidéo. Je détestais les voitures à effet de sol que je trouvais du coup très bateau, etc. Là, c'est des voitures apparemment un peu plus agressives, un peu plus légères, sensibles. Ça se ressent au pilotage ? Tu vois une vraie diff entre les deux ?
Oui, une très grosse différence, mais surtout dans les virages rapides. Après, il y a peut-être un peu moins de grip dans les virages rapides en général que l'année dernière. Mais par contre, c'est peut-être un peu plus simple à exploiter. Moi, effet de sol, j'avais énormément de mal parce que c'est des voitures qui doivent rouler très très basses et très très rigides. Tu passes très très rapide dans le virage, mais le moindre petit bottoming, le moindre petit vibreur, en fait, tu perdais la voiture, mais très très agressivement. Tu passais de 100% de grip à 30% de grip et c'était très compliqué. Alors que maintenant, c'est beaucoup moins sensible à cette ride, justement. On est peut-être un peu plus haut aussi, donc c'est un peu plus simple pour les amortisseurs, pour les suspensions de faire leur job. Et tu es un peu plus à la limite du pneu, donc tu as le temps de sentir la voiture partir, on va dire. Ok. T'es bon en mécanique? T'es le premier invité Cool Room pilote à qui je pose la question, sache-le, je suis désolé, t'es ma victime. T'es bon en mécanique? Alors, parce que je me dis toujours à un pilote... Qu'est-ce que tu appelles par un mécanique? Je me dis toujours à un pilote, quand il arrive et qu'il demande un réglage, ouais, je veux un clic de ça, un cran de ça, ouais, peut-être que la suspension ça, machin. Genre, tu saurais décrire le comportement de ta voiture avec les pièces d'une voiture? Alors, de savoir un peu quel domaine affecte quoi, oui. Ok. Mais ça, tous les pilotes sont très bons là-dedans. On est formés, je pense, depuis la F4. On commence à comprendre les premiers comportements physiques, on va dire, de la voiture. Quand tu touches, on est capable de le traduire en ressenti. Donc, quand tu touches quelque chose sur la voiture, que ce soit la barre anti-roulis, la ride height, stiffness, tous ces trucs-là, on a généralement un petit peu le ressenti. On sait ce que ça va apporter sur la voiture. Mécanique, de changer le différentiel, je pourrais pas te démontrer. Je pense que c'est un petit peu compliqué. Tu passes le tour de vie, je vais pas te le faire, ça. Non, mais je me suis dit que c'est vrai que les pilotes, vous devez avoir cette connaissance, c'est comprendre les pièces et le comportement des pièces sur la voiture. Oui, non, c'est sûr. Par contre, grosse, et surtout encore plus avec mon travail qui est pilote de développement, tu travailles avec plusieurs départements chez Ferrari, tu fais en fait que du setup, tu travailles qu'avec des ingénieurs, ils te disent à chaque fois ce qui touche. Donc en fait, je pense que oui, j'ai une connaissance assez globale sur les différents éléments qu'il y a dans la voiture et puis aussi ça m'aide énormément parce que dès que je vais en GT3, la possibilité de réglage d'une Formule 1 est tellement vaste que dès que tu arrives en GT3, on n'a peut-être pas tous ces outils-là, mais tu es peut-être capable un peu plus facilement d'identifier les problèmes et de savoir peut-être quoi toucher pour apporter ce dont tu as besoin. Donc ça aide beaucoup. Maintenant, je suis pas Einstein et heureusement qu'il y a des ingénieurs derrière. Les pilotes, pas mécaniciens, tout va bien. Bon, on va revenir un petit peu sur le début de ta carrière, parce que là, on parlait beaucoup de F1, mais quand est-ce que tu as commencé le karting, le sport auto? J'ai commencé très tôt. Donc mes premiers tours en rouge, je pense que c'était à mes 3-4 ans. Okay. Je pense à Brignoles. Donc mon frère a dû commencer, je pense, vers là, peut-être 5-6 ans, je sais pas. Vous avez commencé ensemble? Oui, alors lui a commencé, je crois, c'est parce qu'il il faisait semblant d'être malade et puis il est parti en douce avec mon père pour aller faire du kart. Donc ça, il y en a un qui était vraiment fan, l'autre il séchait juste les cours au final. Ouais, c'est ça. Et puis oui, moi j'ai commencé peut-être un peu plus tôt, sûrement parce que je voyais Charles qui conduisait. Moi je voulais faire pareil, mais bon, quand tu as 3 ans, tu n'as pas trop le droit. Mon père était très très ami, son meilleur ami c'était Philippe Bianchi. Ouais. Et puis voilà, on s'est rapprochés. Jules aussi qui est devenu un membre très proche de notre famille, un ami. Et puis oui, on allait beaucoup à Brignoles s'entraîner. Et puis j'ai dû faire mes premiers tours de roue à 3 ans. T'as ton papa qui était pilote aussi? Oui. Qui a roulé en Formule 3 dans les années 80. C'est ça. Ça aide aussi, je pense, d'avoir un papa qui a des photos et des anecdotes en sport auto. Ça pousse un peu, non? Oui, bien sûr. Il a toujours été un très grand fan de sport auto et un pilote aussi, de ce que j'entendais, très très bon. Maintenant, c'était juste aussi un peu compliqué pour lui financièrement. Il a fait Grand Prix de Monaco. Oui, il a fait des tests aussi en Formule 1. Donc non, c'est sûr qu'il était très très fan et je pense que voilà, bon, c'est dommage qu'il soit plus là aujourd'hui malheureusement pour voir le parcours de Charles, mais je pense que ça aurait été quelque chose de très très spécial pour lui de voir ce que Charles a accompli aujourd'hui. Votre famille, mis à part du coup ton papa et ton frère, mais vous êtes un peu sport automobile. La maman, elle aime bien les voitures quand même? Ouais, elle aime bien. Elle a eu le choix ou elle aime bien? Je pense qu'elle a mis un peu de temps à aimer parce qu'au début elle avait un peu peur. Surtout le kart, c'est assez dangereux. Tu vas avoir des courses, tu vois des petits sur les kartings, ils partent en tonneau des fois sur des courses. Donc il y a quand même cet aspect, le danger est quand même bel et bien présent et ça je pense que c'est pas facile pour une mère.
et pour un papa aussi. Mais bon, elle a toujours été derrière nous, elle nous a toujours supportés à fond. Et puis aussi, c'est grâce à elle qu'on en est là où on est aujourd'hui. Moi, j'ai noté en 2008, du coup, tu commences le karting en compète avec la Coupe de France en mini. En 2008, ouais. Oui. C'est à peu près ça, oui. Ok, ça va, on fait bien nos recherches. Oui, alors même moi, j'ai du mal à m'en souvenir. Non, mais du coup, 2008, donc aux alentours de 8 ans, j'imagine peut-être même un peu avant, tu avais commencé du coup les compétitions de kart. Oui. Comment ça se passe quand on est jeune? Je sais que le karting, c'est quelque chose qui coûte cher et où c'est un peu la guerre, entre guillemets, c'est faut que le petit marche. Alors avant, ça coûtait pas aussi cher que maintenant. Maintenant, c'est vraiment devenu j'ai jamais vu ça. Exceptionnellement cher. Hein. C'est très très cher. Mais avant, ça coûtait pas aussi cher. Donc on pouvait faire quelques courses à droite à gauche. La Coupe de France, du coup, que tu parles, c'était à Soucy, si je me rappelle bien. Ouais, ça doit être ça, Ouais. Et oui, donc, on a réussi à faire cette course. Généralement, je faisais quelques one-shots sur quelques championnats comme ça. Donc, c'était encore faisable à l'époque. J'ai jamais fait de championnat complet. Voilà, toujours pour le budget. Malheureusement, c'est quand même très cher pour nous. Mais oui. Donc. C'est un truc qui t'a frustré quand tu étais jeune? Quand tu te dis, j'ai sûr. une passion, elle est accessible, mais juste le seul truc qui me manque au final, c'est les soutiens financiers, quoi. Oui, mais je comprenais aussi. C'est vrai que je me débrouillais bien. Je faisais des courses régionales. À mes 14 ans, j'avais gagné un championnat en cadet qui était la Kart Racing Academy, je me rappelle. J'avais fait quelques courses en national, mais bon, on n'a pas eu le budget pour finir la fin de saison. Malheureusement, on était premier ce championnat. Et t'as dû couper le championnat? Oui, j'ai dû couper le championnat à 1 course à la fin ou 2 courses à la fin. Du coup, j'ai pas fini le championnat. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu frustrant, mais d'un autre côté, je comprenais complètement. Enfin, je veux dire, je savais que c'était des courses, ça coûtait énormément d'argent. Je savais que mon père aussi faisait absolument tout ce qui était dans son pouvoir pour que je puisse conduire aussi. Donc oui, c'est sûr que c'est frustrant, mais d'un autre côté, je me sentais plus chanceux de faire ces courses-là, d'avoir le peu de courses que je pouvais faire. Je voyais ça comme une chance et j'étais plus reconnaissant qu'autre chose. Tu l'as dit au début justement du podcast, mais tu as eu une pause dans ta carrière, à un moment sur le financier. Comment tu vis ça quand tu es jeune? Ça doit être dur. Tu te lances dans un truc où tu prends du plaisir, ça marche bien quand même, et à cause de l'argent, tu arrêtes. Tu disais justement que pour ton frère, ça avait quasiment été pareil et que du coup, financièrement, c'était trop dur pour votre famille aussi. Comment toi, tu l'as vécu individuellement? C'était très dur. Alors, j'ai dû arrêter, je pense, après mes 8 ans. J'ai dû arrêter jusqu'à mes 14 ans où mon père est venu et m'a dit « Ok, c'est bon, on a mis un petit peu de côté, on a trouvé un petit sponsor, donc tu vas pouvoir faire ce championnat, la Kart Racing Academy, que j'ai gagné. » Donc j'avais déjà eu une grosse pause. Je suis revenu pour faire ce championnat que j'ai gagné. Ensuite, il y a eu le championnat que j'ai pas fini malheureusement à cause du budget. Et puis ensuite, j'ai arrêté complètement. Et c'est vrai que ce moment-là, ça a été compliqué parce que je rêvais de devenir pilote. Je savais que j'avais la PlayStation, j'avais le simulateur. Victor, Martins, on jouait énormément. 2 ans après, on y est. Sur Pécars, qui est meilleur entre toi et lui? Exactement. Parce que j'en ai entendu parler il y a 2 ans sur le premier épisode Cool Room 2023, attention. J'étais pas mal sur Pécars. Okay. Après, il avait beaucoup de courses. Il était tout le temps en course de cartes, mais il était très très bon aussi. Okay. Et moi, je le regardais à la télé quand j'étais petit. Je le regardais à la télé, c'était des courses sur YouTube, Facebook, en karting. C'est YouTube. Ça. Mais j'étais toujours très très passionné par le sport auto et du coup, j'essayais de vivre sur le simulateur, sur le virtuel. Donc voilà, tous les soirs, je rentrais de l'école, on se rejoignait tous sur Project Cars. Incroyable. Et puis on jouait tous ensemble. Et pour moi, c'était le meilleur moment de la journée parce que j'adorais ça. Et puis on passait tous un super moment ensemble, on se faisait des courses. C'était un désastre. Il y en avait quelques-uns qui finissaient dans les tribunes à chaque fois. Mais en tout cas, on n'est pas surpris. C'est ça, c'était top. Et puis ça, on va dire que j'ai eu de la chance parce que j'ai pu quand même vivre ma passion grâce à ça sur Project Cars, avec mon petit volant que mon père m'avait acheté. Donc voilà, je pouvais continuer, on va dire, à conduire. Même si dans ma tête, je savais que le sport auto, pour moi, c'était fini. Dans ta tête, c'était ma question. Du coup, comment tu le voyais? Est-ce que tu étais en mode, c'est terminé, il faut trouver autre chose? Ou c'était, ça va prendre du temps, mais on va y retourner? Je voyais plus
une opportunité peut-être dans l'e-sport. Donc je m'étais inscrit avec, j'avais fait quelques manches du championnat du monde sur Project Cars où j'avais fini 3e. Et puis il y avait des ESL, ça s'appelait. Ouais. Donc c'était des petites courses en gros tous les samedis. Si tu gagnais la course, tu gagnais 50 €. Moi j'étais comme un fou. Donc je faisais cette course tous les week-ends. Et puis voilà, je vivais plus ma passion comme ça. Maintenant, je pensais réellement que ma carrière de pilote était terminée, en tout cas en réel, pas virtuel. T'en as voulu à Charles indirectement parce que en vrai, jamais. Non, jamais. Et puis j'ai toujours compris la situation. Je pense que j'ai été aussi assez mature pour comprendre que c'est un sport qui coûte beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, je peux pas. Bien sûr. Pour moi, c'est tellement de risques. Et encore une fois, même si tu mets ton fils dans le sport auto, ce que mon père a tout mis sur Charles, il faut comprendre que les chances sont extrêmement faibles d'arriver en Formule 1. En fait, c'est un pari fou. Tout le monde prenait un petit peu aussi mon père comme pour un fou au début. Ah ouais c'est pas facile. Enfin, je veux dire, tu fais du karting, c'est très compliqué de se projeter. Il y a très peu de gens en Formule 1. Et puis, au bout d'un moment, les saisons en Formule 2 commencent à coûter à 2 millions. Enfin, nous, on était en galère. Enfin, course de kart, c'était... Il y a plusieurs centaines de milliers des fois sur l'année. Oui, mais bon, jamais on pouvait pas dépenser ces sommes-là. C'est grâce à Nicolas Todd qui a réussi à ramener des sponsors que Charles a pu monter. Mais sinon, je pense que voilà, les courses qu'on faisait, c'est déjà extrêmement cher. Moi, le championnat que j'avais fait, c'était peut-être 15 000 €, mais on avait trouvé un sponsor qui Vous avez 10 ans, enfin, je sais pas avec quel âge, mais pour des jeunes, c'est astronomique, quoi. C'est ça. Et puis, bon, on avait trouvé un sponsor qui était capable de nous payer ça. Bon, c'était seulement sur 4 courses, donc c'était pas un championnat de 72 courses dans l'année. Ouais, ça va, c'est pas l'année, quoi. Ouais, mais bon, j'étais très conscient que le sport auto était très très cher. Et oui, c'est vrai qu'à partir, jusqu'à mes 17 ans, en tout cas, pour moi, c'était terminé. J'étais à l'école et puis fallait que je trouve un métier, avancer, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal. T'avais des conseiller idées d'orientation, il avait un peu du mal. Le conseiller d'orientation, vous voulez faire quoi? Rouler. C'est-à-dire le conseiller d'orientation, je suis pas sûr que... T'aurais fait quoi si t'étais pas pilote? Si t'avais pas repris la carrière de pilote? Je sais pas et je savais pas à mes 17 ans, donc... Heureusement qu'il y a eu pilote, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai toujours été tellement à fond dans le pilotage. Enfin, je rêvais de ça et tous les soirs, que je sois sur ma PlayStation, je m'imaginais, c'était en vrai que j'étais la star du moment sur Project Cars. Enfin, je me faisais des films de... Le roi. Ouais, j'avais 17 ans encore. Donc non, en fait, je me voyais vraiment rien d'autre que pilote. J'ai toujours rêvé de ça depuis tout petit. Et puis maintenant, je suis tellement reconnaissant d'avoir repris ma carrière et puis aujourd'hui d'avoir une chance, grâce à Ferrari, d'avoir pu faire de la Formule 3, de la Formule 2. Ma carrière est folle, complètement folle, mais j'en suis extrêmement reconnaissant. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Attention, Elle est folle, je veux faire quelque chose de ma carrière maintenant, mais voilà, j'ai l'opportunité aujourd'hui de vivre de ce que j'aime le plus au monde, donc c'est le plus important. Moi, j'ai noté quand même une tension avec Charles, mine de rien, Mario Kart. Qui est meilleur entre les frères Leclerc et Mario Kart? Non, mais c'était pas vraiment Mario Kart. Alors Mario Kart, on a joué un petit peu, mais c'était plus F1 2010 ou 2008. Okay. Enfin, on jouait sur la PlayStation et j'étais pas mal. J'avais 3 ans, j'étais tout le temps le petit jeune, donc un peu chiant, qui est là, qui a envie de jouer et qui passe-moi la manette. Des fois, il faisait semblant, il me passait la manette et elle marchait pas, c'était l'autre qui jouait. mais en tout cas, non, j'étais plutôt bien. J'étais fort. Je pense que j'étais un peu plus fort que ça. Ok, c'est honnête. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit, voilà. Du coup, oui, donc tu as repris le sport auto, tu as repris le karting, et mine de rien, il y a une période aussi très compliquée de ta vie, parce qu'en 2015, du coup, il y a l'accident de Jules aussi, que vous connaissiez bien, votre famille, parce que Jules, il avait, comme tu disais, avec Philippe, un impact, etc., et vous avez beaucoup aidé aussi. Comment toi, tu le vis? Parce que en fait, à cette période, tu as 15 ans, en fait, tu es encore très jeune. Comment toi tu apprends ça? Comment tu gères ça? Comment tu digères ça? Et puis même j'imagine pour ton frère, pour ta famille, ça devait être difficile, quoi. Oui, c'était très compliqué. Encore une fois, oui, j'étais très jeune, mais je me rappelle encore le moment où ça s'est passé. J'étais dans ma chambre, je regardais le Grand Prix et puis je sais plus pourquoi. Je jouais, en fait, généralement je regardais le Grand Prix et quand je regardais le Grand Prix, j'avais tellement envie de jouer du coup à la PlayStation que je jouais à la PlayStation. J'avais commencé à allumer la PlayStation et mon père était venu me voir à ce moment-là pour m'annoncer que Jules avait eu un accident. Et ce jour-là, je sais que c'était pas un accident comme les autres,
voilà, il était en larmes. Et ça a été une journée aussi très très compliquée. Il a été rapatrié à l'hôpital et après, oui, bien sûr, ça a été très compliqué pour mon père, pour la famille, pour Philippe. De la manière dont ça s'est passé, ça a été très 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 dur et surtout aussi à cet âge à digérer. T'étais proche de Jules, toi, quand même? J'étais un peu plus jeune. Alors oui, j'ai beaucoup de souvenirs où on allait chez lui, enfin moi j'étais tout le temps le petit, donc on me trimballait un peu partout. On t'emmenait en week-end sur la piste, etc. au karting. Voilà, c'est ça. Donc j'étais très proche bien sûr de cet environnement-là. Lorenzo était le meilleur ami de Jules, donc c'est eux qui sortaient ensemble. Ils avaient le même âge, donc peut-être une relation beaucoup plus, je pense, fusionnelle aussi, parce que voilà, t'as le même âge. Moi, j'étais un peu le petit, qu'on trimballait un peu de partout, on faisait des cartes. J'étais là, je dépassais pas le volant, mais j'étais ici. Mais oui, on était très proches. Ça fait pas peur quand t'as 15 ans et que tu vois un ami, du coup, perdre la vie malheureusement au volant d'une voiture? Tu remets pas un peu en question ton envie de reprendre le sport auto? Non, ça a été très compliqué, encore une fois, cet accident. Après, c'est sûr que tu te poses beaucoup de questions. Après, j'ai pas vraiment fait ce lien-là. J'étais plus très touché. Et encore une fois, je roulais pas à cette époque-là. Mais j'étais juste très touché négativement par la perte de Jules. Pas vraiment fait de lien entre le sport auto, le risque. Et encore une fois, je roulais pas en vrai à ce moment-là. Donc voilà. Malheureusement, du coup, 2 ans après, tu perds ton papa, là aussi. Qui du coup t'a mine de rien lancé dans le sport auto, qui t'a un peu mis le kart entre les mains et qui vous a bien aidé, que ce soit ton frère ou toi. Là aussi, j'imagine, alors on connaît l'histoire de ton frère avec le Grand Prix de Bakou, etc. Mais pour toi qui roulais plus non plus, j'imagine que ça n'a pas été facile non plus à gérer. Oui, c'était pas facile. Et puis, encore une fois, c'était un moment où j'avais pas de baquet. Bon, avant qu'il parte, on lui avait dit que Charles, ça me touche tellement, mais le fait qu'il n'ait pas pu voir Charles pilote titulaire en Formule 1, bon, il a fait ce petit mensonge avant qu'il parte, qu'il soit en Formule 1, et puis moi aussi qui commençait la Formule 4. On lui avait dit qu'on avait trouvé un sponsor qui allait m'aider pour faire la Formule 4. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était quand même une période très très compliquée, et puis ça me rend vraiment très triste le fait qu'il n'ait pas été là pour voir aujourd'hui la carrière de Charles. Le fait qu'il soit arrivé chez Ferrari, je pense qu'il aurait été tellement heureux. Mais bon, il nous regarde de là-haut. Justement, j'ai une anecdote et tu me diras si c'est vrai, mais c'est ton oncle qui t'a convaincu, c'est ton oncle qui t'a convaincu de revenir en sport auto? Qui m'a convaincu? Non, j'ai toujours été assez convaincu sur ça. Mais non, c'est grâce à mon oncle que j'ai pu reprendre le sport auto. C'est lui qui m'a aidé financièrement pour mes premières saisons en Formule 4. Pour ça, je lui en serai toujours ultra reconnaissant. parce qu'encore une fois, c'est tellement compliqué de trouver des sponsors, c'est tellement compliqué juste de remettre le pied dans le sport auto, et c'est lui qui m'a donné l'opportunité d'avoir me remettre dans le bain du sport auto, et aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je lui dois une énorme partie sur ma carrière d'aujourd'hui. C'est grâce à lui que je suis dans le sport auto aujourd'hui. Tu vois, plus on avance dans la discussion, plus je me rends compte, pour toi en tout cas, mais vous, votre famille, au global même, t'es quelqu'un de très famille. Ça a un rôle important dans ton équilibre, la famille? Alors c'est très bizarre, mais je suis très... Non, pardon. Non, c'est très bizarre, ça ne m'intéresse pas la famille. M'en fous complètement. Non. Je suis très famille, mais alors j'ai énormément de mal à leur montrer. Ok. Pas que je viens de démontrer. C'est ça. Par exemple, avec mon oncle, c'est vrai que j'aimerais avoir une relation beaucoup plus proche, mais j'ai beaucoup de mal. Mais en tout cas, oui, bien sûr, je suis très famille, je les aime énormément. Et puis, encore une fois, on est très soudés, on s'entraide tous aussi dans la famille. Et donc oui, je les aime énormément. C'était quoi la discussion du coup avec ton oncle? Comment ça se passe? Ton oncle te dit, bon, on y retourne, moi je suis prêt à t'aider.
Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on vise? Comment toi tu le vis? Qu'est-ce que tu veux faire à cet âge-là? Ça a été, je pense, un peu plus dans le background. Moi, j'étais pas vraiment impliqué dans ce genre de discussion. Peut-être aussi Charles qui menait un peu plus, Charles et Lorenzo qui s'occupaient un petit peu plus de ces discussions parce que je pense qu'ils voulaient vraiment pas me faire de faux espoirs. Ils savaient à quel point j'étais amoureux du sport auto et à quel point je voulais revenir. Je pense que le premier truc qui me protégeait, c'était ces faux espoirs en disant tu vas rouler et puis au final, à dernier moment, ça se passe pas. Ce qui se passait un petit peu pendant les breaks, ça a toujours été un peu comme ça. L'année prochaine, tu vas faire une saison, finalement, on pourra pas. Donc, je pense qu'ils m'ont protégé un peu de ça. Donc, je n'étais pas vraiment dans ces discussions, mais c'est vrai que Thierry était très, très proche dès que mon père est parti. On a fait de grandes vacances. Je me rappelle, on était parti à Montréal, au Canada, avec ma famille, ma tante, mes cousins. Donc, oui, on s'est beaucoup rapprochés aussi suite à la perte de mon père. Et voilà, il était vraiment là, présent pour moi. Et puis, encore une fois, il m'a aidé pour recommencer cette carrière. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle forcément du coup de Charles, ton frère, mais Lorenzo aussi, j'imagine, a un très gros rôle aussi dans ta carrière pour t'aider, te soutenir sur le pro ou sur le perso aussi. Vous avez une relation à trois, du coup, vous êtes trois frères très soudés dans la famille. On est très très soudés. Lorenzo qui est un peu plus dans la finance, donc pas dans le sport auto. Un peu plus dans les papiers. Bon, oui, c'est ça. Mais bon, il m'a suivi aussi toute ma carrière, de la F4 à la Formule 2, même encore aujourd'hui. Il a été très très présent dans ma carrière. C'est lui qui menait toutes les discussions avec les équipes. Très très bon manager, je recommande. Voilà, jamais il a besoin. Et puis aussi très très bon dans son travail, ce qu'il fait dans la finance. Je suis très 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 fier de lui aujourd'hui dans ce qu'il fait. Donc oui, on a toujours été très proches et puis on s'entraide tous les trois. Il a été aussi une grosse partie de là où j'en suis aujourd'hui. On arrive en 2017-2018, le sport auto reprend. Et moi, les premiers roulages que j'ai notés, c'est en Formule I, oui. Avec Venturi. Oui. Question fatidique que je pose à tous les pilotes qui font Formule I. Pourquoi la Formule I? La Formule I, c'était vraiment la catégorie qui allait exploser parce que c'était la nouvelle technologie qui allait avoir un grand avenir dans la Formule électrique. Et puis après, parce que les voitures, honnêtement, ça n'a rien à voir, mais ça reste quand même des monoplaces. Le niveau est tellement élevé, il y avait tous les constructeurs qui venaient, tous les très grands pilotes même qui venaient de la Formule 1 pour faire de la Formule électrique. Donc c'était tout de suite un championnat qui était très très intéressant. Donc oui, j'ai fait ces premiers tests en Formule électrique et puis c'était plutôt bien passé. J'ai fait deuxième, si je me rappelle bien. Je sais pas le résultat. Il a fait deuxième, très bon résultat. Premier, mais je sais plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est très bien passé. C'était très bons résultats. Ma première expérience avec Venturi aussi, qui était une équipe j'adorais, qui était managée par Gildo Pastor avant, et que j'adorais. Pareil avec Suzy Wolf ensuite, qui est venue. Donc, et c'est ta première expérience en monoplace du coup, non? Non, j'étais en Formule 4. Après. Alors, enfin, ça dépend. Ah oui, 2018, tu fais la F4 du coup. Oui. Ok. 2018, F4 France, ensuite F4 Allemagne. À Dac. Et exactement. Je crois que c'est à la fin de F4 France que j'ai fait mes premiers tours. Ok. La FE à rouler, c'est dur. Parce que on s'en rend pas compte. Ouais, la FE à rouler, c'est difficile parce que la gestion de la batterie et le déploiement, c'est très différent du sport auto brut, accéléré et freiné. Comment tu fais quand tu reprends le sport auto, tu te retrouves là-dedans? C'est dur. C'est pas facile, c'est très spécial en fait. C'est surtout le plus compliqué, c'est vraiment de s'adapter à la voiture. Tous les softwares, il y a tellement d'électronique. Je me rappelle à cette époque-là, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on avait un code crypté pour pas que les équipes comprennent, mais qui donnait le statut de la batterie, combien tu avais recovering. Donc en gros, tous les tours, on devait lire un code de 5 chiffres et 3 lettres. Donc alpha, bêta, 72, c'était très compliqué. Tout ça pendant que tu conduis et ça tous les tours. Donc c'est vrai que c'était pas facile, mais ça a été un bon entraînement en tout cas. Beaucoup de boutons sur le volant et beaucoup de software à manager. Donc c'est vrai que c'est très spécial, mais non, ça a été super intéressant et à conduire honnêtement, c'était très plaisant. Vous êtes nombreux en vrai, quand je dis vous, c'est les jeunes pilotes du coup, à faire les routiers tests ou tester les Formule I. D'un point de vue pilotage, du coup, tu as beaucoup de choses à apprendre, t'en tires beaucoup de choses, tu trouves? T'en tires beaucoup de choses pour la Formule électrique, pas forcément pour les autres catégories. Parce que tout d'abord, les pneus sont très différents, c'est des pneus toujours de route, donc c'est pas des pneus slick. Donc ça change quand même beaucoup le feeling. Et puis maintenant, aujourd'hui, ils sont passés sur les 4 roues motrices, donc super puissance en sortie de virage, mais d'un autre côté, ça n'a rien à voir avec ce que tu conduis habituellement, donc il faut réadapter complètement ton style de pilotage.
Mais ça reste des voitures vraiment très plaisantes à conduire. C'est dur alors, question peut-être un peu bête, mais est-ce que c'est dur d'adapter un style de pilotage? Toi qui jongles entre la F1, la GT, t'es passé par la FE avant, etc. Pour un pilote, c'est dur? C'est compliqué, mais bon, j'essaie d'être le plus flexible et T'adapter le plus. au final, c'est mon job. Je dois faire le développement pour la Formule 1. C'est pas faux. Non, mais et puis même d'une année à une autre, peut-être que la Formule 1 va être complètement différente. Le GT3 sera pareil. Peut-être que je vais monter dans une hypercar. Donc oui, c'est pas facile à adapter son style de pilotage, mais bon. Enfin, c'est comme tout. Dès que tu es dans une voiture, tu es pilote et il faut que tu bosses et il faut que tu sois le plus rapide possible. Donc oui, c'est sûr que c'est pas facile, particulièrement pour la Formule électrique, qui est vraiment très très particulière. Tu dois te baser sur des softwares, sur les 4 roues motrices. En fait, c'est une façon complètement différente de conduire et de voir aussi les virages. Tu te verrais aller rouler en Formule E sur une saison? Ouais, bien. Ouais. Non, ce serait cool. Maintenant, c'est sûr que j'ai 2 championnats qui sont t'as un emploi du temps très chargé, c'est vrai. Très chargé, donc j'ai peut-être pas vraiment la possibilité, mais ce serait pourquoi pas quelque chose que j'envisagerais. Tu ne fermes pas la porte à la Formule E. Non. 2018, du coup, donc F4 française, tu avais raison. F4 française, où tu as roulé notamment à Pau, où tu finis sur le podium, tu fais 2e à Pau. Ouais. Tu as roulé à Monaco aussi plus tard, tu as roulé à Pau. C'est comment le circuit de Pau? Parce que j'ai eu rarement l'occasion de discuter avec des gens qui ont roulé à Pau. J'ai conduit à Pau. C'est vrai que c'est un circuit qui est très très spécial, très très serré, mais beaucoup de plaisir. Les murs sont très très proches. Formule 4, c'est pas dans les circuits normaux comme Barcelone qui sont plus adaptés au type Formule 1. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des sensations de vitesse. Pau, tu as vraiment une sensation de vitesse qui est très grosse. Et c'était très bien passé, j'avais fait 2e derrière Caillot, collé aussi. Exactement. C'était la 2e course de ma carrière en sport, enfin en monoplace, et c'était juste après que je reprenne ma carrière. Donc ce podium, il m'avait fait vraiment bien mentalement. Ouais, beaucoup de bien, surtout que j'avais une pression énorme. Comme je reprenais le sport auto, je me mettais, je pense que ça a été l'aspect le plus dur aussi dans ma carrière, où j'ai mis plus de temps peut-être à m'adapter, c'est que j'aimais tellement le sport auto et j'ai tout le temps été tellement à fond dans le sport. J'ai toujours voulu réussir que je me mettais une pression débile. Ok. Je me mettais une pression avant d'aller en qualif. Je tremblais. Enfin, j'étais là. Je savais que chaque course, en fait, ça pouvait être la dernière. Et je voulais prouver aussi à tout le monde que j'avais la vitesse. Et ça a été une très grosse limitation, je pense. Ok. Parce que parfois je mettais un peu trop la pression, je faisais des erreurs dans mes tours. Et puis après en course, bizarrement, à chaque fois j'étais un peu plus calme qu'en qualif. Et en course, ça a toujours bien marché. Mais qualif, ça a été un gros problème en termes d'approche, en tout cas dans ma carrière. Ok, parce que la saison, elle est bonne. En 2018, tu fais 2 victoires, Nogaro-Magny-Cours, tu fais P2 à Pau, Pau à Spa, 5e. Première saison en monoplace, du coup, il y a un retour au sport auto, c'est pas mal. Oui, non, bien sûr. Et puis je me retrouvais avec Théo Pourchère, pareil, que je regardais énormément sur YouTube en course de kart. Donc en fait, Caillot aussi, qui était très très bon à l'international en kart. Donc je voyais tous ces pilotes-là. Moi, j'étais dans ma chambre après le simulateur, pensant que jamais j'allais rouler contre eux. Et je les voyais. Et puis du jour au lendemain, en fait, je me retrouve avec eux sur le même circuit, à me battre avec eux. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez spécial. À ce moment-là, du coup, quand tu reprends la F4, est-ce que tu sais que tu relances ta carrière ou c'est juste, tu es en mode, j'ai cette opportunité, je sais pas où je vais? J'avais cette opportunité, je savais pas vraiment où j'allais, surtout... Enfin, non, c'est pas que je savais pas vraiment où j'allais, moi je savais où je voulais aller. C'était la Formule 1, bien sûr. J'ai toujours voulu viser la Formule 1 et encore plus dès que j'ai mis le premier pied en Formule 4, je me suis dit, ok, maintenant j'ai une chance, il faut que je la saisisse. Mais bon, encore une fois, en termes de budget, en termes de tout ça, je savais que après une saison, ça pouvait s'arrêter. Et d'ailleurs, même après la F4 France, je m'en rappelle, on était censé arrêter le sport auto. Y a Charouz qui se sont rapprochés de mon frère, de Lorenzo, pour parler avec Sauber. C'était Fred aussi à l'époque qui sont venus vers nous et qui nous ont sponsorisés pour une année. Donc j'étais chez US Racing, sponsorisé par la Sauber Academy. Et puis j'ai pu faire une deuxième saison en Formule 4 où j'ai fait 3e avec Théo aussi en tant que coéquipier. C'est dur parce qu'on dit toujours, en tout cas les pilotes souvent disent que quand tu as la pression, que ce soit financière, la pression de l'équipe ou quoi, sur les performances, dans ton approche du week-end, c'est plus difficile.
tu valides le fait que quand tu as de la pression avant le week-end, que tu n'es pas sûr de rouler l'année prochaine, que tu peux pas te permettre de casser la voiture parce que tu n'as peut-être pas le budget pour rembourser ou quoi, ça change l'approche du pilotage? Donc oui, c'est sûr que ça change. Moi, en tout cas, ça m'a un petit peu impacté. Comme j'ai dit, sur l'approche, j'avais peut-être un peu plus de pression, surtout en qualif. La pression vraiment de toujours mieux faire, d'accorder vraiment une énorme importance au résultat. Ce qui m'a un petit peu coûté, voilà, tout en faisant des petites erreurs, en faisant toujours trop. Okay. Mais d'un autre côté, oui, et aussi sur les courses, je veux dire de pas taper parce que les pièces coûtent très très cher. Ça coûte cher. Ça coûte un peu trop cher. C'est ça. Mais bon, voilà, c'est le jeu, on va dire. Donc c'est sûr que si tu as ce confort entre guillemets de budget, tu peux voir les choses un peu plus sur le long terme. Moi, je voyais plus course par course. Ok. Faut que je performe. C'était comment la relation? Parce que tu parlais de Théo, tout à l'heure tu as parlé de Victor aussi. Comment tu t'entendais avec les Français? Oui, bah, on était une super équipe. Super équipe, non, vraiment. Non, mais vraiment, on était une super équipe. Avec Théo, on s'est toujours très très bien entendu. Peut-être un petit peu compliqué, des fois il y a eu des petits crashs sur le circuit, mais on a toujours séparé les deux. Il y avait aussi Alessandro Guiretti qui était français. Victor, j'ai roulé dans... Victor, tu l'as tapé sur Pécars, donc ça va. Sur Pécars, mais là où j'ai bien tapé aussi, c'était au Red Bull Ring avec lui. Je pense qu'il s'en souviendra, mais non, Victor, je peux pas me le voir sur le circuit. Ah. Victor, c'est franchement, on le sait de toute façon, je l'adore en dehors du circuit, franchement, on s'entend super bien. Mais sur le circuit, on peut pas se voir, mais tous les deux. On est tous les deux très agressifs. Ah, et on sait que quand on est à côté, généralement, ça finit pas très bien. Mais même sur Pécars, déjà, on avait l'avant-première qui était pas top. Donc oui, j'ai eu la chance, si on peut dire ça comme ça, de rouler avec lui, en F3 et en F2. Et non, c'était sympa. Et je crois que c'est la seule et unique bataille qu'on a eue, c'était au Red Bull Ring. Ouais. Malheureusement, ça a touché. Avec Clément aussi, ça a pas loupé, quoi. Avec Novalak, c'était sympa. Oui, aussi. Ouais. 2019, du coup, donc tu fais la F4 allemande, la F4 ADAC, et sur un plateau quand même avec Dirksen, Aron, Stanek et Auger. Donc quand même très relevé le niveau sur la saison. Tu termines 3e, une victoire, une pole et 8 podiums. Là, tu enchaînes du coup donc France, donc F4 France, F4 Allemagne. Ça se passe bien, il y a des résultats. On peut se dire que ça relance, la carrière commence à reprendre un petit peu vie et que tu commences à avoir de l'ambition pour aller plus loin, ou tu es toujours dans ce mindset de toujours, je sais pas ce que je peux faire? C'était toujours un peu comme ça. Chaque année, c'était bon. On ne sait pas si ça va continuer. C'était très compliqué. J'avais fait 3e, mais j'avais pas gagné le championnat, donc. Oui. Donc, c'était très bien, mais je voyais tout le temps les choses comme c'est pas assez. Je me mettais une grosse pression en plus parce que je pense que le championnat, j'ai fait pas mal de petites erreurs un peu bêtes qui m'a mis un petit peu en dehors des points. Donc oui, non, j'avais toujours cette pression-là. Maintenant, il y a Ferrari qui est arrivé. J'ai fait des tests avec Gianluca Petekov à Monza qui s'était très très bien passé. Mm-hmm. J'étais plus rapide sur cette journée et Gianluca qui était déjà dans la Ferrari Driver Academy. Avec qui aussi j'avais fait le championnat ADAC en Formule 4 que j'avais battu. Donc j'ai pu rentrer dans la Ferrari Driver Academy grâce à ça, grâce après à des tests qui s'étaient très bien passés en F3 régional avec Prema. Et puis j'ai signé ma première saison avec Prema où j'ai fait vice-champion. Tu étais d'abord, du coup tu l'as dit tout à l'heure, donc dans l'académie Sauber, c'est ça? Oui. Mais tu étais dans l'académie ou c'était juste un sponsor nommé Sauber Academy? C'était un sponsor qui travaillait avec Charouz et on avait signé le contrat via Charouz pour être chez US Racing. Okay. Et donc j'avais le logo Sauber parce que j'étais vraiment dans l'académie. Il y avait Staniek à ce moment-là. Je crois que tous les pilotes US Racing, étaient avec la Sauber Academy. Ok. Et en 2020, du coup, donc Ferrari. Après, là, c'est vraiment Ferrari Driver Academy. C'est ça. Vrai programme d'académie. Voilà. Ça soutient énormément un pilote. Parce qu'aujourd'hui, en 80%, je dirais, des pilotes ont une académie s'ils veulent aller loin. C'est très important. C'est d'avoir le support d'une équipe de Formule 1. C'est là où tu peux vraiment construire ton chemin. Mm-hmm. Pour arriver jusqu'à là-haut, comme tu as dit, maintenant il y a toutes les équipes de Formule 1 ont une académie et il faut faire partie de ces académies pour être sur la liste prétendant pour aller en Formule 1. Donc oui, bien sûr, ça m'a beaucoup aidé, encore une fois. Dès que c'est Ferrari qui arrive, j'ai pas hésité une seconde. Le mail qui arrive, il est sympa. Comment tu as reçu du coup l'information? Donc tu as eu la journée de test à Monza, c'est ça?
Ensuite, j'imagine, tu dois aller à Maranello. Moi, c'est fait un peu différemment. Comme bien sûr, il y avait Charles qui était déjà dans la Ferrari Drive Academy, donc on était un peu plus liés, on va dire. On était déjà dedans, donc c'est Charles qui me l'a annoncé directement. Ok. Et du coup, après, tu es allé à Maranello quand même ou pas pour, Oui, bien sûr. Je suis allé à Maranello et puis on a commencé cours d'italien. Parliamo italiano. Un po'. Je sais dire que ça, hein, on n'allait pas plus loin, ne vous inquiétez pas. Ça se passe comment les premières journées à Maranello? Tu le dis justement, le logo Ferrari sur le volant, la voiture rouge, etc. Quand tu as 20 ans, ça doit être assez impressionnant. C'est impressionnant. Et puis la grosse usine, déjà, tu arrives, l'entrée, ça fait peur. Tout est énorme en fait. C'était Mattia à cette époque-là qui gérait Ferrari. Les premières rencontres, tu vois de très grandes personnes. Moi, j'étais impressionné. Ok. Je veux dire, je voyais pour la première fois ces personnes-là aussi importantes du sport auto. J'étais comme dans un rêve, très, très intimidé, je me rappelle. J'avais l'impression que, encore une fois, il y a 3 ans, j'étais à l'école, j'avais l'impression que tout était fini. Et puis d'un coup, je me retrouve là parmi les plus grandes équipes, enfin la plus grande équipe du monde. Donc, non, c'était. T'as eu tes diplômes? Non. C'est vrai? On n'en parle pas, ça. Okay, du coup, on parle pas. On va effacer la ligne. Mince. Bon, du coup, 2020. 2020, du coup, F3 et 2020, Covid. Oui. Covid. 2020, Covid. Alors, du coup, saison amputée directement au mois de mars. Oui. Grosse pause de quelques mois. Et c'est là où, à l'époque, tu te remets au simu, du coup, puisque tu participes au Virtual Grand Prix, il me semble que ça s'appelait. C'est les GP que la F1 organisait sur les jeux de Formule 1, quoi. Oui. Je me rappelle plus exactement du nom exact, mais oui, c'était des grands prix sur F1 2020, du coup. T'avais aimé, du coup, entre guillemets, cette période, parce que tu faisais déjà du simu quand t'étais jeune, là tu retournes sur les jeux de Formule 1, c'est un truc que tu connais bien. Ouais, non, c'était top. On faisait des championnats entre pilotes. Il y avait aussi les pilotes d'F1 qui faisaient les championnats, donc c'est cool, vraiment. C'est là où vraiment, je pense que l'e-sport a explosé parce qu'on a mis une énorme lumière sur les jeux vidéo. Et puis non, on faisait franchement des coups sympas. Bon, après, par contre, on n'avait pas le même niveau que les pilotes e-sport qui étaient toujours 1,5 seconde plus rapides. Ça, c'est normal. Que tous les pilotes qui conduisent en réel. Donc leur niveau, c'est dingue juste. Mais c'était super pour passer le temps. On avait un volant, on avait des pédales, donc nous, on était tous très contents. Les pilotes, quoi. Non, mais c'est ça. Sinon, tu restais bloqué à la maison. Donc franchement, ça a été une grosse aide en tout cas pour passer le Covid. D'un point de vue sportif, c'est pas trop dur de dire bon bah la saison elle est en attente, surtout qu'on n'avait aucune visu à l'époque, on savait pas quand ça reprendrait, où, etc. Comment tu gères ta préparation, rester en forme, garder un niveau parce que le simu c'est bien mais ça vaut pas une vraie voiture, comment tu gères ça? Ça, c'était compliqué. Je pense que ça a été compliqué pour tout le monde déjà de rester à la maison. C'était pas facile, mais bon, voilà, on faisait le sport. Je faisais le sport dans l'appartement. Donc moi, j'étais bloqué à l'appartement avec ma mère à Monaco. Ça va être sympa. Oui, super. J'adore ma mère. Hein, mais bon, c'est un peu long quelques mois. T'as 20 ans, t'es à la maison. Donc non, franchement, je suis tellement content qu'il y avait la PlayStation à ce moment-là. Je pouvais m'enfermer dans ma chambre et puis jouer avec tout le monde. Non, mais non, c'est vrai que c'était une période assez différente. J'ai pu passer aussi beaucoup de temps avec ma mère, donc ce qui était cool, top. Oui, c'était top. Parce que vous avez rarement cette occasion, mais oui, on rigole, mais vous avez rarement cette occasion, en vrai, vous en tant que pilote, de profiter de la famille, d'être à la maison, de pas faire grand-chose, enfin de pas voyager tout le temps. Ça change de votre habitude et de votre routine. C'était bien, mais c'était un petit peu compliqué. De toute façon, ça a été compliqué pour tout le monde, je pense, de rester à la maison autant de temps. Tu t'es bloqué dans cet appartement. Tu peux pas vraiment planifier ce que tu veux faire. Tu vois plus vraiment tes amis. Tu les appelles en FaceTime, mais bon, c'est très compliqué C'était une période qui n'était pas très très facile, mais bon, d'un autre côté, voilà, moi je faisais mon sport, je faisais les e-sports et ça me prenait un peu de temps, donc c'était sympa. 2021, et là on arrive sur les championnats du coup FIA F3. Donc là, on rentre quand même dans ce qu'on appelle la pyramide de la F1. Première saison en 2021. Tu roulais avec qui en 2021? Je ne l'ai pas noté. Prema du coup, avec la FDA. Tu termines 10e au classement, 2 victoires au Castellet et à Zandvoort. Victoire au Castellet, t'es pas français, t'es monégasque, bien sûr, mais il y avait quand même beaucoup de personnes qui parlaient français, tu parles français. Est-ce que ça t'a fait quand même quelque chose d'avoir autant de public? Comment tu l'avais vécu cette victoire? Tellement content. Il y avait tous mes amis qui étaient venus, toute ma famille était là aussi en tribune. C'était la première fois que mes amis venaient. C'était juste un super week-end.
Oui, parce que j'ai gagné. La qualif, c'était très mal passé. J'avais cassé la suspension. C'est très compliqué, attention, de casser une suspension au Castellet. Ouais. Mais, en fait, deuxième virage, il y avait des bananes jaunes à l'extérieur. Et j'ai décollé sur la banane. Ok. J'ai pris, voilà, j'ai payé le droit de piste, donc pour moi, j'utilise tout le circuit. J'ai décollé sur la banane. Dès que j'ai atterri, j'ai cassé la suspension. Qualification terminée, qualif 31e. Oh, surtout qu'en F3, il y en a des voitures à doubler. Hein. Voilà. Donc, mais bon, encore une fois, ça revient à mon petit problème, je pense, où je mettais un peu trop de pression pour la qualif. Okay. Je partais, en plus, les free practice, j'étais super bien. Je crois que j'avais fait top 3. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment parti. Tout le monde croyait en moi pour que voilà, je fasse la pole. On était très très bons. Premier tour, terminé la qualif. Voilà. P31, on reste à la maison. Et puis voilà, donc encore une fois, cette histoire de pression. Et puis dès que j'ai fait le départ, donc il y avait la deuxième course, c'était le résultat de la course 1, mais c'était les 12 premiers inversés. Ouais. Donc moi, j'ai fait 31e jusqu'à P12 dans le dernier tour. C'était Caillot d'ailleurs que j'ai doublé dans le dernier tour. Je me suis jeté et j'ai réussi à décrocher la pole du coup pour la course 2. Le lendemain. Et puis après, la course 2, je partais devant Denis Auger qui partait deuxième. Je crois troisième, c'était Cadwell. Et puis je gagne la course comme ça. Ok. En restant premier, et non, c'était juste incroyable. Famille, amis, podium, tous dans les Français sud, aussi qui au sont soleil. là. Ouais, non, c'était juste incroyable. La F3, c'est beaucoup plus médiatisé que ce que tu avais fait avant, parce que F4 ADAC, le niveau est relevé, mais c'est pas tant médiatisé. F3 France, pareil, le suivi est monstrueux avec la FFSA, mais pas tant médiatisé. Là, tu l'as vécu comment? Parce que tu arrives, week-end de Formule 1, beaucoup de médias, beaucoup de fans, ça change pour un jeune pilote. Il y a beaucoup plus d'enjeux, il y a beaucoup plus de caméras, les médias, enfin, d'un aspect médiatique, oui, c'est sûr que c'est énorme à partir de la Formule 3 et la Formule 2, c'est un énorme step en avant. Donc oui, c'est sûr que ça a été pas facile, surtout en tant que, avec mon statut, en tant que frère de Charles, ça a été encore peut-être un peu plus compliqué pour moi parce que tous les regards sont braqués sur toi. Peut-être un petit peu plus de pression supplémentaire parce que dès que tu fais mal, enfin tu peux pas vraiment apprendre avec ce statut-là. Tout le monde regarde ton nom, ce que tu fasses 15e ou premier, tout le monde, enfin t'es là quoi. Tu l'as mal vécu à une certaine période quand tu étais jeune? Le fait d'avoir le nom Leclerc? Ça a été un petit peu compliqué parce que je pense que tu prends n'importe quel pilote aujourd'hui. Ils n'ont pas vraiment cette pression-là. Ils partent sur une première année peut-être pour apprendre et la deuxième année pour performer. Où moi, je me faisais peut-être un peu plus rentrer dedans même dès la première année parce que ils attendaient tout de suite à ce que je performe tout de suite. Et si je performais pas, c'était tout le temps parce que je suis le frère d'eux. Et donc, ça a été un petit peu compliqué. Je pense que j'ai eu un petit peu de mal peut-être mentalement au début à m'habituer à ça. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'impacte plus du tout. Ça pèse les médias quand même, mine de rien. Ça pèse pas mal parce que, comme j'ai dit, je pense que sur tous les réseaux sociaux, c'est peut-être la chose la plus toxique qu'il peut y avoir. Donc dès que tu gagnes, par contre… C'est trop bien. Tout le monde est là, bravo. C'est ça. T'es Ayrton Senna, t'as l'impression. Voilà. Tu prends la banane au T2. C'est ça, tu prends la banane au T2. C'est foutu. Faut enlever ces bananes, ça. mais oui, dès que tu prends la banane au T2, par exemple, là, tu n'es plus bactère et puis… C'est pas facile. C'est dur d'en sortir, quoi. Mais c'est un peu les médias aujourd'hui. Tu regardes la Formule 1, Lewis 4 week-ends avant, il savait plus conduire, c'était fini, il fallait absolument le remplacer parce que ça va pas du tout. Aujourd'hui, maintenant, c'est Lewis, 7 fois champion du monde, on a toujours cru en lui. Et de l'autre côté, parfois, maintenant c'est Charles. Oui, Charles, c'était très bien. Et là, ça fait 4 courses, c'est plus compliqué. Faut pas écouter en fait la mémoire des gens est très très court. L'instant présent, les gens vivent sur l'instant T. Et puis c'est très extrême, c'est très toxique et ça reflète pas la réalité. 2021, donc on est toujours sur cette saison de F3. Bon, on va pas revenir sur la course en Autriche. Non. Enfin, si tu veux. Non, mais plus sérieusement, vous êtes 31 en Formule 3. Et même encore aujourd'hui, si on regarde la Formule 3, c'est des courses très agressives. Il se passe beaucoup de choses, des dépassements, mais des sorties aussi. Est-ce que, d'un point de vue pilote, toi, tu le vois comme ça? Mais moi, je vois vraiment la F3 en mode il faut prouver, il faut coûte que coûte être devant et il faut impressionner les académies, les patrons d'équipe, etc. Oui, c'est vraiment les premiers steps, on va dire, où là, tu te déplaces avec la Formule 1. Donc, typiquement, entre les courses,
les écuries, les pilotes, ils regardent ta course. Enfin, ils regardent les résultats, ils regardent qui performe. Donc c'est sûr qu'il y a une pression peut-être supplémentaire de ce point de vue-là. Et tout le monde, oui, c'est sûr, c'est la guerre à partir de la Formule 3, Formule 2, bon, même avant, hein, mais c'est juste que c'est moins médiatisé. C'est moins médiatisé, mais c'est sûr que c'est la guerre pour faire ses preuves. Tu te fais des potes quand même dans le paddock? Oui. Ça va, vous arrivez à... Je pense que sur le moment, c'est peut-être un peu compliqué de construire une relation très forte, mais avec le temps, Ok. tu sais, au fur et à mesure que tu as vécu des choses, par exemple tes coéquipiers, généralement, c'est tes premiers ennemis. Sur les Grands Prix en F3 ou en Formule 2, bon, j'ai eu toujours beaucoup de chance avec mes coéquipiers parce qu'ils arrivaient quand même à séparer le circuit et le perso. Mais c'est toujours un peu plus complexe. Mais ensuite, après, une fois que c'est passé, on se rend compte des moments qu'on a vécu, des émotions qui étaient tellement fortes qu'on a vécues ensemble. Donc c'est là où tu commences vraiment à apprécier la relation que tu as pu construire aussi avec tes coéquipiers. Alors j'ai noté que avant la saison 2022, tu avais fait la FRECA mais asiatique. Tu allais rouler en formule régionale asiatique. Pourquoi? On en avait parlé avec Théo et Victor aussi, mais c'est important pour vous du coup d'aller rouler dans l'intersaison durant l'hiver sur d'autres championnats? Parce qu'il y avait du monde quand même au final. Hein. Il y avait Pepe Marty et Isaac. C'est important pour vous d'aller rouler même si c'est sur des championnats qui ne sont pas liés à la FIA F3 que vous faites actuellement? Pour moi, c'était très important parce que toutes les catégories, c'est vrai que c'est un topic qu'on n'aborde pas vraiment, mais tous les championnats que j'ai fait, j'avais très peu de tests, presque zéro test avant ces championnats-là. Donc en gros, comparé à mes coéquipiers, j'ai toujours eu beaucoup moins de tests que j'arrivais. T'étais toujours jeté dans le grand bain. C'est ça. Donc avant ma première course en Formule 4, j'ai dû faire, je crois, 2 tests en Formule 4. Ok. C'était la 3e fois que je montais dans une Formule 4 avant ma première course en Formule 4. Okay. Alors qu'il y a des gens, à partir du karting, ils font déjà plusieurs journées de Formule 4. Ils arrivent déjà avec 40 journées de Formule 4 qui sont tu avais toujours ce un programme peut-être complet, normal. C'est ça. Donc ça a toujours été très compliqué. Donc pour la F3, pour la F2, j'ai toujours eu très peu de tests. Je crois qu'en F3, j'ai dû faire peut-être un test en GP3. C'était au Paul Ricard. Ou 2 maximum. Donc c'est sûr que ça joue beaucoup. Et le fait d'avoir fait ce championnat en Asie, ça m'a aidé aussi beaucoup pour juste emmagasiner un peu plus d'expérience, un peu plus de qualif, course, et puis de commencer à vraiment se mettre dans le bain avant vraiment la saison officielle. Okay. Donc oui, non, c'est très bien passé. Je me rappelle, il y avait Isaac, il y avait Pepe Marty, il y avait Oli Berman aussi qui l'avait fait. Je ne sais plus si Kimi avait fait quelque... Non. Beganovic, Kimi il avait encore 12 ans. Non, mais il y avait du monde, mais t'es pas le seul. À chaque fois, on voit sur les intersaisons, la formule régionale asiatique, du coup, elle attire toujours beaucoup de jeunes F3, F2, quoi. Ben, c'est en hiver, donc il n'y a pas vraiment, il n'y a pas grand-chose que tu fais en hiver, donc c'est vraiment une manière de se remettre dans le bain et puis de te préparer le mieux possible pour la saison. C'est une manière de confirmer aussi, parce que du coup, tu l'as remporté. Oui. Donc du coup, c'est le moyen aussi d'arriver en début de saison et de te dire, bon bah voilà, cet hiver, j'ai prouvé que je me suis bien préparé et on enchaîne avec une deuxième saison de F3. Oui. En 2022. Alors, deuxième saison de F3 qui est très très bonne. Tu termines 6e avec une victoire à Silverstone. Donc toujours la victoire dans la saison. Silverstone, le public, exceptionnel ou pas? En Angleterre, ils sont vraiment très très passionnés. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens qui supportaient. Et puis à chaque fois que je suis allé à Silverstone, j'ai eu toujours énormément de soutien. Non, les fans anglais, ils sont agréablement surpris alors. Ouais. J'aurais pas cru justement, vu que tu n'es pas britannique. Oui, mais ils m'ont toujours bien aimé. Enfin, ah ouais? Oui. Après, je sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais en tout cas, ils m'ont toujours bien aimé, donc c'était vraiment sympa. F3 forcément dit F2, et on arrive du coup en 2023 où tu montes en Formule 2. Ce qui est l'étape du coup logique, j'imagine, qui était l'objectif quand tu étais en Formule 3 avec Prema. Oui. Sauf que là, tu n'es plus chez Prema, tu passes chez Dams. Du coup, tu arrives en même temps que Victor, 2023 en plus, oui, il me semble. Qui avait remporté le championnat F3, donc qui avait fait step up avec Art. Qui était monté chez Art. Du coup, Dams, tu n'avais pas continué avec Prema? Non. Alors, parce que tout simplement, milieu de saison en F3, donc ça se passait très bien. Milieu de saison en F3 à Budapest, j'étais premier au championnat ou alors j'étais ex-aequo avec Isaac. Ok. On se battait pour le championnat. Et milieu de saison, on avait demandé à Prema les budgets pour la Formule 2 qui étaient peut-être un petit peu chers. Donc on s'est plus orienté vers Dams. Okay. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est ouf parce que tout à l'heure, tu parlais de 2 millions. Les budgets, donc plus tu montes en catégorie, logique, plus ça monte.
Tu arrives en F2, c'est des budgets quand même astronomiques. C'est super, super cher. Vraiment très, très, très cher. On a réussi à construire une belle image aussi autour de moi et l'histoire était belle. Donc, j'avais des sponsors qui m'aidaient beaucoup à ce moment-là. Donc, c'est comme ça aussi qu'on a réussi à conclure les budgets, mais c'était très très cher. Et puis on a pris la décision d'aller chez Dams, qui performait aussi très bien l'année d'avant, comparé à Prema. Et voilà, pour aussi une petite raison budgétaire. Et puis du coup, on a signé chez Dams pour l'année d'après. Tu la juges comment? J'ai l'impression d'être psy, c'est horrible, mais tu la juges comment la saison en F2? Parce qu'en vrai, tu fais un podium en début de saison en Australie, très encourageant. Du coup, la suite de la saison, elle est un peu plus difficile. Comment ça s'est passé pour toi cette année-là? Cette saison, je l'ai un petit peu en travers. Installez-vous, sortez le popcorn. Ouais, prends tes notes. Non, cette saison a été un petit peu compliquée. Ça a très bien commencé, comme tu as dit. J'étais 3e à partir de Monaco. Donc, tout va bien, on est à la maison. Ouais, mon Grand Prix à la maison, premier Grand Prix à la maison. Donc oui, non, t'es 3e au championnat, donc c'était une très belle place. J'avais encore toutes mes chances pour gagner le championnat. Je crois que c'était à partir de la 5e course de l'année, donc c'était bien. On avait bien commencé à faire un très beau début de saison. Et Monaco, il y a eu ce crash, malheureusement. Vous avez une malédiction. On peut en parler, la malédiction de Leclerc à Monaco? J'y crois pas, mais l'addiction, faut pas. Non, mais attends, parce que bon, Charles, c'est Charles, mais toi aussi, du coup, petite sortie au dernier virage, t'étais très bon en essai, P4. Et du coup, petite sortie en qualif. Oui, mais c'est pas une malédiction si c'est moi qui la mets dans le... Il a pas tort. Non, c'est une erreur de ma part. En fait, dès qu'on fait les practice start en Formule 2, il y a une map d'accélérateur qui est très très agressive. Donc de 0 à 30%, je crois que tu fais 1% d'accélérateur, ça monte de 0 à 30% de puissance sur l'accélérateur. Ouais. Et on avait fait les practice start fin de free practice. J'ai oublié d'enlever cette map pour partir en qualif. C'était un petit peu compliqué sur toutes les gaz. Donc je finis le tour. Et puis honnêtement, c'était un très bon tour. Mais bon, c'était pas facile sur les débuts d'Axel. Et malheureusement, dernier virage, ça a pas loupé un petit peu off. Un peu de travers. Et bam. Et j'ai tapé le mur. Donc ça a été un moment très difficile. Mais je pense que le plus difficile, c'est qu'après cette course-là, j'ai plus du tout performé de toute la saison. J'étais persuadé qu'il y avait un problème sur la voiture parce que c'était après le crash. On avait fait ensuite c'était Barcelone, très mauvaise performance et je sentais vraiment quelque chose qui avait changé depuis ce crash-là et on n'a jamais trouvé. On a tout changé. On voyait sur les télémétries que c'était différent. Je roulais avec 3% en plus de break balance comparé à mon coéquipier et il y avait toujours des blocages à l'arrière. Lui était 3%, un peu plus vers l'arrière en termes de répartition des freins. Et en fait, on voyait des choses qui étaient différentes sur la télémétrie, mais on ne savait pas trop où l'identifier. Identifier le problème. Donc, on changeait les amortisseurs, on changeait les suspensions, on a tout démonté, mille et une fois. Tu rentres dans une boucle où tu soupçonnes tout, après tu changes tout le temps tout, etc. Plus moi, bien sûr, qui pensais, voilà, je suis bon, je suis pas claqué, bon, c'est tout. Je suis claqué au sol, faut arrêter. Et puis en fait, à Budapest, là, c'était vraiment extrême. En fait, je pense que le problème s'aggravait petit à petit. Budapest, je fais la qualification, je fais dernier de la qualification et je fais, je crois, 1 seconde 7 ou 1 seconde 8 derrière mon coéquipier. En F2, c'est massif, quoi. Non, c'est très compliqué de faire ça. Et on voyait, c'était très bizarre, sur les virages à gauche, je m'étais 10 km/h plus rapide que mon coéquipier, mais sur tous les virages à droite, la voiture glissait dans tous les sens et j'étais 10 km/h, du coup moins vite. Comme il y a beaucoup de virages à droite à Budapest, c'est que ça. C'est ça. J'avais perdu pas mal de temps, donc c'était 1 seconde 6 derrière. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur le châssis, mais c'est pas vraiment le châssis qui était cassé, c'était vraiment sur le point de suspension, donc très compliqué à identifier. Et depuis cette course-là, qui était l'avant-dernière course de l'année, on a changé le châssis. Et puis, dernière course de l'année à Abu Dhabi, on avait une très bonne performance. Et malheureusement, ça a été une année assez compliquée. C'est frustrant quand tu es pilote de dire que tu sais qu'il y a un problème, que l'équipe ne trouve pas du coup.
Ça veut pas dire, encore une fois, si j'avais pas eu ce problème, ça veut pas dire que voilà, aujourd'hui je suis en Formule 1 ou j'ai pas envie de dire ça. C'est juste le fait que mon année de Formule 2, je pense que ce crash à Monaco a détruit ma saison. Parce que j'ai pas crashé ensuite après Monaco, donc ce problème de châssis, malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver. Et puis, c'est pas de la faute de Dams aussi, parce que Dams mettaient absolument tout leur effort. Vraiment, ils ont tout fait pour essayer d'identifier le problème. On voyait qu'il y avait des problèmes. J'avais un super ingénieur, j'avais des super mécanos, mais juste impossible à identifier le problème. Et malheureusement, la saison de Formule 2 n'a pas très bien tourné. Comment ça se passe dans ce genre de moment? Parce que bon, t'es jeune, t'as plus de 20 ans certes, mais t'es encore en F2. Tu dis il y a un problème, ton équipe elle cherche un problème. Comment ça se passe dans la gestion des émotions? Parce qu'en fait, tu peux vite devenir fou, comme tu disais. Tu peux vite te remettre en question, te dire que t'es plus bon. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent dans la voiture. J'avais plus du tout le feeling. J'avais fait les tests, la première fois que je montais dans la Formule 2, j'étais 3e à la fin de la journée, c'était les tests à Abu Dhabi. Donc je me suis dit, c'est pas possible que je perde le feeling aussi rapidement après une course. Un crash. Et c'était après Monaco, donc après le crash. Donc il y avait vraiment quelque chose qui, pour moi, n'allait pas sur la voiture. Maintenant, c'est sûr qu'après, il y a 2-3 courses où ils te disent qu'il n'y a rien sur la voiture, qu'ils sont sûrs à 100% parce qu'ils ont tout vérifié. Tu te remets en question. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je me suis remis en question, j'ai fait préparateur mental, je suis allé voir un psychologue, j'ai fait absolument tout ce qui était en mon pouvoir pour réussir, parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'était d'arriver en Formule 1 et de faire la meilleure saison possible. Mais c'est sûr que oui, psychologiquement, j'ai pris un énorme coup cette année. C'est important parce que tu parles d'un psy. Bon, après, toi, tu as tes frères aussi, la famille, tu as l'équipe, Dams, etc. Mais c'est important d'avoir un suivi aussi sur le côté mental. Parce qu'aujourd'hui, les pilotes, c'est quelque chose où on ne se cache plus. Il y a 10 ans encore, je pense qu'on n'assumait pas le fait peut-être de voir un psy ou de se faire aider sur la pression mentale et tout. Toi, tu trouves que ça aide vraiment, ça a vraiment une importance? Oui, ça aide énormément parce que je pense que c'est toujours bien, peu importe le sportif, d'avoir quelqu'un à qui parler et puis aussi d'avoir quelqu'un qui réajuste à chaque fois ta vision, parce qu'en tant que sportif, c'est très facile de voir tout noir. Et moi, quand ça allait pas, en tout cas en Formule 2, ça allait pas dans toute ma vie en général. Pour moi, ma vie, c'était le sport auto. J'avais tellement envie d'arriver en Formule 1 que ça a été une période qui a été très compliquée, où mentalement, j'ai énormément souffert. Et pas uniquement pendant la saison de Formule 2, c'est peut-être 2 ou 3 ans après. Ça a toujours été très compliqué à avaler parce que voilà, tu dois abandonner ton rêve qui est d'aller en Formule 1. C'était très compliqué. Donc oui, bien sûr, c'est très important d'avoir quelqu'un qui est là, à qui parler et aussi qui sait réajuster ta vision dès que tu t'éloignes un petit peu du chemin. Tu as l'occasion, j'imagine, d'en parler, pas forcément que de la F2, mais avec Charles, parce qu'il a quelques années d'avance sur toi, du coup. Est-ce que tu lui demandes des fois aussi des conseils de, toi, quand tu es passé dans cette catégorie ou dans cette période de ta vie, comment tu as géré ou quoi? Peut-être qu'on parle un peu plus ces derniers temps, mais sinon, pendant que ça allait pas, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir aux personnes. Intéressant. Mon frère et ma famille en général, c'était pas les premières personnes avec qui je m'ouvrais de ce point de vue-là. Ok. Ouais. On est rentré dans une session psy terrible. J'adore. On va revenir sur les voitures. Malheureusement, donc la saison, on l'a dit, après Monaco, elle tourne un petit peu difficilement et il n'y a pas eu de deuxième saison, ni avec Dams, ni avec d'autres équipes. Budget? On avait la possibilité de re-signer avec Dams, surtout qu'ils étaient au courant de tout ce qui s'était passé. C'était les premiers à nous aider de ce point de vue-là, même avec le budget, d'essayer de relancer, de relancer, de faire le plus bas possible. Puis ils croyaient aussi beaucoup en moi. Donc, mais d'un autre côté, nous, on n'avait pas le budget. On savait qu'en arrivant en Formule 2, on savait qu'on allait avoir un one-shot. Okay. Et puis ensuite que ça allait être compliqué. Donc on a choisi de partir en endurance où aujourd'hui, pas besoin de budget. Je suis payé aussi par Ferrari pour faire ce que je fais, donc vraiment passer à un statut professionnel. Parce que c'est vrai qu'on le rappelle, certains ne le savent pas et il faut le dire, quand tu es en F3, F2, tu payes pour rouler. Quand tu roules en endurance ou en FE par exemple, tu es payé pour rouler. Ce qui est quand même une grosse différence d'un point de vue pilote.
C'est une très grosse différence. Je commençais aussi à être un petit peu grand. Bon, j'ai une carrière aussi qui m'a pas beaucoup aidé parce que j'ai commencé à 17 ans. Et ouais, t'es séquencé quoi. Oui, 17 ans, c'est l'âge Kimi est arrivé en F1. Donc Kimi, il est en pôle à 18. Hein, voilà, donc, c'est ça. voilà. Moi, j'ai commencé réellement ma carrière des championnats internationaux à partir de mes 17 ans. Donc c'est vrai que c'est très tard, ça n'a pas aidé. Mais d'un autre côté, voilà, je dois être très reconnaissant de mon parcours, de ce que j'ai fait, de mon oncle, de toutes les personnes qui m'ont aidé, des sponsors. Aujourd'hui, je suis payé pour faire ce que j'aime et c'est le plus important. C'est vrai que peut-être que je ne voyais pas les choses de cette manière il y a 1 an ou il y a 2 ans, parce que je voyais vraiment ce rêve qui était perdu. Et c'était très, très, très compliqué, vraiment très compliqué mentalement d'abandonner et puis d'abandonner un petit peu ce rêve, même si tu l'as toujours en tête et tu sais jamais ce qui peut se passer. Mais oui, non, c'est sûr que ça a été vraiment pas facile. Si tu as l'occasion de refaire de la F2, tu la referais aujourd'hui? Là, demain, je débarque, 2.5 sur la table. On ne me demandait pas comment, mais voilà. Je mets ta tête sur la combinaison. Voilà, on se débrouille. Est-ce que tu aimerais refaire de la F2? La F2, c'est une super catégorie. C'est peut-être celle qui t'ouvre la porte pour aller en Formule 1. Oui, bien sûr. Je dirais jamais non. Après, est-ce que tu trouves pas, tiens, on va du coup dévier l'opinion, mais est-ce que tu trouves pas que la F2 ces dernières années a aussi perdu de son sens pour arriver en Formule 1? Kimi, Berman, Isaac, pas champion. F1, bon, Isaac et P2, c'est différent. Mais Kimi, Berman, ça marche pas tant en F2. Enfin, c'était difficile avec Prema les dernières années. Tu regardes Lindblad cette année, il est pas dans le top 3. Et pourtant, en Formule 1, ils perfent, les mecs sont bons, tu vois. Oui, je pense que ça aide pas trop. Peut-être ça décrédibilise un tout petit peu, comme tu dis, la Formule 2. Mais d'un autre côté, c'est des vrais talents. Enfin, Oli, aujourd'hui, ce qu'il fait chez As, c'est incroyable. Il bat Esteban aujourd'hui sur deux saisons consécutives. Kimi, ce qu'il fait, là maintenant, il est en tête du championnat du monde, donc c'est aussi incroyable. Je pense que Oli, ça a été un cas un peu plus particulier parce que je pense que s'il n'y avait pas ce moment où Jeddah, où Carlos était malade, l'appendicite, s'il ne montait pas sur ce week-end à Jeddah, je pense malheureusement, c'est vrai qu'il ne serait pas en Formule 1. Okay. Parce que c'est vrai que quand tu vois les 2 saisons en Formule 2, ça a été un petit peu compliqué, mais je dois dire aussi que Prema, c'était 2 saisons qui ont été un petit peu compliquées. Ouais, la première, 23, elle n'est pas mauvaise, il n'est pas loin de victoire, mais la 24, changement de voiture. C'est ça. Changement de voiture qui n'a pas marché pour Prema. C'est un petit peu compliqué. Mais je pense que si la Formule 2 pourrait aider un petit peu, c'est peut-être de figer encore un peu plus les réglages pour essayer vraiment de unifier un peu plus les équipes pour vraiment voir un peu plus le talent des pilotes parce qu'au final… Que les voitures soient vraiment égales, quoi. C'est ça. Si on est honnête. Exactement, parce que la F2 et la F3, pour moi, c'est fait pour que les pilotes puissent se démarquer. Le Donc talent, dès que tu montes dans une équipe, il n'y a que 2 baquets sur le top team. S'ils sont pris malheureusement et que tu sais que tu signes sur une équipe un peu fond de plus tableau, en difficulté ou quoi, malheureusement tu n'auras pas tes chances pour le championnat et c'est dommage parce que ça peut cacher beaucoup de talent. Comme par exemple si on ne prend pas ce qu'ils font en Formule 1, Oli et Antonelli, si on se base sur leur saison malheureusement en F2, c'est pas top alors qu'ils ont un talent immense. Et en F1, ils font des choses incroyables. On va revenir sur toi et ta carrière, on va parler d'actualité du coup maintenant un petit peu. Tu es passé donc en endurance après la F2. Petit switch, tu as fait de la GT, tu as aussi fait de l'ELMS, oui. Tu as roulé en proto. La comparaison de proto monoplace, elle est différente j'imagine, mais il y a quand même quelques ressemblances. Ça va vite, ça a de l'appui, ça pousse. Ça va vite, ça a beaucoup d'appui. C'est assez différent en termes de… C'est très rigide, c'est très proche du sol. Ouais. Donc ça, en termes de ride, on va dire, c'est assez similaire. Et puis non, c'est ce qui se rapproche le plus d'une Formule 2, on va dire. En termes d'appui, de sensation, la LMP2, c'était juste incroyable. Tu avais gagné à Imola avec Panis Racing en LMP2. Comment ça se passe? Parce que l'endurance, du coup, on n'est plus tout seul. C'est une équipe, on partage le baquet avec les pilotes, etc. Comment tu l'avais vécu cette première victoire? Comme tu dis, c'est très différent. Tu dois travailler avec 2 coéquipiers. Vous êtes dans la même voiture, donc déjà tu peux pas régler la voiture vraiment comme tu veux, il faut que ça corresponde aussi à tes 2 coéquipiers, donc c'est un peu plus un travail d'équipe. Et non, mais c'était juste incroyable, surtout à Imola, moi qui suis chez Ferrari, c'est toujours très spécial, tu vois tout le monde les drapeaux, avec drapeau, ton nom, c'était juste vraiment top. Et ouais, c'est vrai que c'était la première victoire aussi en LMP2, donc ça là, elle faisait du bien.
t'as ensuite fait LMP2, t'as roulé aussi en GT. À l'époque, c'était encore... non, t'avais fait d'abord le championnat italien. Oui. T'avais commencé par le championnat italien. T'avais pas roulé avec Fisichella à une époque? Oui, au championnat italien, ouais. Exceptionnel. Avec Scuderia Baldini. Ouais. Pilote d'expérience et tout, Ferrari. Ça doit être Ouais. sympa pour toi quand t'es jeune pilote, en vrai, c'est pas mal. Oui, mais on se connaissait un petit peu comme, bien sûr, dans la Ferrari Driver Academy et puis aussi en étant pilote usine Ferrari, on se connaît tous un petit peu. Et oui, j'ai fait ma première saison avec Giancarlo qui s'est très bien passé, comme on a gagné le championnat. Ben oui. Et non, c'était super de mesurer aussi à lui qui était en F1, que je regardais depuis tout petit. Avec Surtout que, Alonso. voilà, c'était l'époque, quoi. C'est quand Ben, nous, on c'est était ça. petits. Ouais, non, c'était juste incroyable. Tu roules du coup derrière en GT World Challenge, alors ils ont tous des noms différents, le GT italien, le GT World, avant c'était le Blancpain, etc. Mais du coup, tu es avec AF Corse. Oui. AF Corse, du coup, qui est l'écurie donc de Ferrari, qui n'est Oui. pas sous le nom de Ferrari, mais c'est l'écurie donc en endurance pour Ferrari, c'est ça? Oui, donc c'est l'équipe qui a le plus de... Enfin, qui... comment C'est dire toujours compliqué à expliquer en endurance, un Ferrari, hein. C'est Non, toujours pas alors, facile. AF Corse, c'est séparé de Ferrari. Enfin, c'est celui qui fait la partie vraiment opération. Donc C'est ça. Ferrari Pro, C'est le client. c'est ça. Ferrari leur donne les voitures et eux, c'est eux qui ont leur ingénieur et qui font Voilà. les réglages et tout ça. En hypercar aussi, je crois que c'est un tout petit peu différent, juste parce qu'en hypercar, tu as le software, tu as les power units, donc tu dois avoir des gens de chez Ferrari. directement. Mais oui, non, F Corse qui est une super équipe qui roule, je crois, 365 jours dans l'année avec C'est des un Ferrari. truc de L'équipe, c'est Le une compte usine à gaz. Insta est incroyable, t'as l'impression que Ouais. tous les jours ils sont sur un circuit. Ouais, non, c'est incroyable. Fou. C'est super, super équipe. T'avais roulé, alors j'avais noté les 24 heures de Daytona en Oui. IMSA avec AF Corse justement. J'ai pas trouvé, ou je suis très mauvais peut-être, mais les 24 heures du Mans tu n'as jamais fait. Non, T'aimerais les faire les 24 heures du Mans? j'aimerais. Maintenant, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on a le développement. Comme je t'ai dit, on est plusieurs pilotes. Donc, bon, tu as Giovinazzi qui est numéro 3 qui va du coup tout le temps faire les 24 heures du Mans. Foucault, 24 heures du Mans. Beganovic, Barcelone. Camara aussi, Barcelone aussi. En fait, il reste plus trop de pilotes. Ah, donc du coup t'es bloqué, c'est toi qui tapes le sim. C'est ça. Ah non. Bon, si sur une année du coup, prions, sait-on jamais, les dispos se libèrent, t'aimerais bien du coup faire le Mans? Oui, bien sûr, ce serait le rêve. Et puis un jour de le faire en hypercar, moi, c'est sûr que ce serait l'objectif principal. Maintenant, je peux pas vraiment parce que voilà, je fais comme je t'ai dit, c'est le développement, mais c'est sûr que c'est un projet, oui. Parce que le ton que tu avais fait, les 24 heures de Daytona, mais qui sont très différents, c'est de l'IMSA, du coup c'est le championnat américain. Tu avais bien aimé la course de 24 heures? C'était vraiment top, c'était mes premières 24 heures. Bon, c'est l'ambiance un peu à l'américaine. C'est trop bien, moi je pense. J'adore. C'est top. Mais non, c'était super. En plus, la course était super bien passée. À la fin de la course, à 20 minutes avant la fin, on était premier. Mais 20 minutes avant la fin? Ouais. Ouais, et du coup c'est quoi la suite? Safety car restart et on n'avait pas une super vitesse de pointe. Peut-être que. Ah. Je sais Aïe pas. aïe 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 aïe. Mais ouais, et on s'est fait doubler. C'était mon coéquipier qui était dans la voiture. On s'est fait doubler par 5 voitures dans la ligne droite en allant au virage 1. Ah oui, C'est lui qui a fait c'est Ouais. Ouais, c'était très mauvaise vitesse de pointe du coup quand C'était même. pas hein. top. Mais, 5 voitures. donc on a perdu les 24 heures de Daytona comme ça. Ça fait un petit peu mal, mais bon. Faut y Moins retourner dangereux du coup pour la gagne. maintenant. Oui, il faut. Encore une fois, j'ai pas En eu. janvier, il n'y a pas de sim à faire. Enfin si, il y a toujours Non, du sim, tu me non, il n'y diras, a mais- pas vraiment de simulateur, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué d'avoir les bonnes opportunités Ouais. avec les bons équipiers. Tu sais, c'est pas facile à mettre en place, mais bien sûr, si c'est à refaire, je le referai. Alors moi j'ai une question parce que je m'y connais beaucoup moins en GT, tu vas pouvoir m'éclaircir. Il y a des courses donc sprint et endurance en Oui. GT. C'est Ouais. deux formats différents mais pourtant avec les mêmes championnats ou les mêmes voitures. Alors, c'est deux championnats différents aussi. Donc, il y a le championnat sprint et le championnat endurance qui contient les 24 heures de Spa, qui est la plus grosse course de l'année. Oui, donc voilà. Donc, en gros, le championnat sprint, c'est généralement des courses sur 3 heures. On est 3 pilotes, on se partage Ok. la voiture. Et puis, tu as les championnats Endurance endurance sur où tu as 6, les 24 24 heures, 6 heures. Ok. Voilà. Du coup tu l'as amené les 24 de Spa. Au moment où on tourne ça, du coup c'est dans quelques semaines, tu y participes. Oui. T'as hâte. Oui. Première fois que tu es fait non? Non, deuxième. Ouais. Ok. On avait fini 4e l'année dernière. Tu l'as fait avec qui cette année? Sean Gelael et Lilou Wadou. Toujours le même équipage du coup. Non, l'année dernière, c'était avec Antonio Foucault et Eliseo Dono. Ok, moi j'avais l'équipage du coup de... Mais non, en endurance.
J'ai mal fait mes recherches. Allez, Aïe, aïe, aïe. ça m'apprendra. T'as hâte du coup spa de nuit forcément. Moi je l'ai fait une fois les 24 heures de spa en spectateur. C'est Ça, très particulier. Ouais. Dans la forêt, il fait noir, il pleut souvent en plus à spa. Ouais. C'est très spécial non en termes de pilote. C'est spécial et puis c'est surtout, c'est pas du tout éclairé. La qualif, l'année dernière, c'était sous la nuit. Sous la nuit, c'est Ouais, de nuit. Ouais, de nuit, pardon. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a zéro lumière, donc tu vois pas vraiment où tu vas. En fait, dès que tu tournes tellement tard en GT que Tu découvres le virage au final. c'est ça, en fait. Tu sais, il y a un moment, tu vois l'Apex, mais il y a un moment, les phares, ils éclairent pas sur le côté, donc tu vois plus vraiment où est l'Apex. Donc c'est un petit peu compliqué à se caler au tout début. Après 24 heures, bien sûr, tu connais le circuit par cœur, les moindres. Oui, t'as tes petits repères de nuit quoi. Mais en qualif sur un tour, c'est pas facile. Donc non, c'est un peu surprenant et puis tout passe à une vitesse incroyable. Et puis les 24 heures de Spa, il y avait 70 voitures l'année dernière, 270 pilotes. C'était juste énorme. Et puis en fait, c'est la guerre, mais tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, un petit moment dans la course où tu es tout seul, où en fait, le mec derrière, s'il double, tu es cinquième. Si tout le monde est très très serré, il y a vraiment, les gaps sont toujours très très réduits, donc tu es en pression constante pendant 24 heures. Pour une course de 24, tu as une préparation spécifique entre guillemets, je peux le dire maintenant parce que ce sera sorti au moment, mais on a eu Stoffel en cool room il n'y a pas longtemps. On lui demandait en hypercar comment tu t'entraînes pour la nuit, pour dormir moins, récupérer plus facilement. Toi, tu as une préparation un peu style endurance? C'est compliqué de se préparer à des courses comme ça. C'est 24 heures, c'est pas anodin. Le mieux, c'est se reposer le plus possible avant la course. Et puis après, oui, bien sûr, physiquement, mentalement, je suis suivi par Ferrari, donc j'ai une préparation que je fais toute l'année, pas uniquement pour les 24 heures de Spa. C'est quoi l'objectif? Gagner? Oui, bien sûr. Non, gagner, pour moi, je vois seulement la victoire. C'est que comme ça que je serai vraiment satisfait. J'espère vraiment qu'on aura nos chances. Alors, j'avais noté quand même qu'en 2024, tu avais participé à des tests rookies en hypercar. Oui. Tu avais roulé tout à l'heure, tu en as parlé justement avec Le Mans. C'est quoi pour toi l'objectif qui te rendrait très très heureux dans les prochaines années? Est-ce que c'est les 24 heures du Mans en hypercar? Avoir un shot en Formule 1? Qu'est-ce qui rendrait Arthur Leclerc heureux dans les 5 prochaines années? L'hypercar, je vois énormément d'avenir. Et puis aujourd'hui, je suis sur la lancée pour aller en hypercar et j'aimerais vraiment faire mes preuves et monter en hypercar avec Ferrari, de faire les 24 heures du Mans avec eux et de faire un championnat aussi complet avec eux. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif que je me suis fixé. Tu as trouvé vraiment un petit truc dans l'endurance où tu t'y vois vraiment rester et c'est quelque chose que tu apprécies de plus en plus. C'est pas un plan B, grosso modo. Non. J'adore l'endurance, j'adore aussi les personnes avec qui je travaille. Qui font un super boulot, que ce soit F-Corse, que ce soit Ferrari, il y a tellement une super ambiance aussi dans l'équipe. Donc non, j'aime énormément ce que je fais et encore une fois, vraiment très très reconnaissant au vu du parcours que j'ai eu de là où j'en suis. Donc prochain objectif, j'espère, sera l'hypercar. Prochain objectif, on croise les doigts. Alors c'est pas fini, Arthur. On a fini l'entretien, mais maintenant tu vas jouer un petit peu. Je vais jouer avec toi. Je vais te montrer 5 images. On va passer à la face cachée, ça s'appelle. Tu vas avoir devant toi 5 images. Je te laisse la tablette. Ok. Je prends le téléphone. Oula. Oula. Comment ça, oula? Tu vas devoir choisir 3 photos. Et derrière ces 5 images, il y a une question. Donc tu vas choisir 3 questions. Est-ce que tu peux déjà nous décrire les photos que tu as dans les yeux? Mon premier podium chez Dams en Formule 2, Australie. Premier dernier. Premier dernier. Quand j'ai été annoncé en 2020 dans la Ferrari Driver Academy, où j'avais une super jolie coupe. C'est le style. Par ma mère. Ouais, pas top. Mes premiers tests en Formule 1 avec Charles, alors je crois que c'est les FP1? Oui. Non, je ne sais pas si c'est les FP1 ou ça vient de Barcelone. Et puis moi qui fais un selfie pendant le match des pilotes. Ok. Organisé par Louis Dufresne. Tu m'en as donné 4 là? Non? La 5e, c'est quoi? C'est une boule de... Je vois pas l'image. J'ai pas l'image, je peux voir. Ah oui, en haut à droite, c'est une boule d'avenir. C'est les boules de magicien. Ah, d'accord. Pas convaincu par la boule de magicien. Il faut choisir dans tous les cas 3 photos. Ok. Je te laisse choisir la première. Je vais prendre la photo du podium. La photo du podium, c'est la numéro combien? 1. La 1, ok. Quelle est la chose dont tu es la plus fière aujourd'hui? C'est une question un peu compliquée. Je suis très fier. C'est dur. Ouais, c'est un peu compliqué honnêtement. Non, je
Je suis très fier de moi, du parcours que j'ai fait et aussi de là où je viens. Mhm. Je suis très très fier. J'ai eu peut-être beaucoup de mal à avoir cette vision-là des choses. Comme je t'ai dit, parce que ces 3 dernières années ont été très très compliquées. Le fait d'abandonner les rêves, d'aller en Formule 1 et puis voilà, ça s'est pas toujours passé comme je voulais, mais non, je suis très fier aujourd'hui du parcours que j'ai fait et aujourd'hui de vivre de ma passion et de ce que j'aime le plus. C'est une très bonne réponse. T'as longtemps hésité, mais c'est une très bonne réponse. Deuxième image. Alors je sais pas, ça doit être la 5e. Je sais pas si... Tout en bas à droite? Ouais, 5e, en bas à droite. On en a déjà parlé, mais est-ce que tu souffres ou as souffert de la comparaison avec Charles et ou du nom d'avoir le nom Leclerc? Oui, j'en ai souffert quand j'étais petit, surtout à mes débuts. Je pense que ça a été un petit peu compliqué. Et puis surtout, tu n'es pas habitué à ça. Quand tu es petit, tu es le dernier de la famille, je faisais beaucoup de bêtises. C'est vrai que tu es le troisième du trio. C'est ça, l'attention est un peu plus sur toi. Et c'est vrai que quand tu grandis, et je suis tellement fier de lui, mais le fait qu'il arrive chez Ferrari et puis l'attention dérive et puis t'existes plus, limite. Horrible. Donc ça a été peut-être un petit peu compliqué ça au début. Mais bon, maintenant c'est plus le cas. Et puis j'en ai souffert un tout petit peu, mais aujourd'hui plus du tout. Et je suis juste tellement fier de ce qu'il fait aujourd'hui. Dernière question. Dernière photo. Dernière photo pour toi, exactement. Bon, je vais te prendre la boule de cristal, la 3e. Où sera Arthur Leclerc dans 10 ans? J'espère vainqueur des 24 heures du Mans avec Ferrari. Ça, j'aime bien. En hypercar. J'espère avoir un beau palmarès et j'espère juste faire quelque chose de beau de ma carrière. Je pense que toutes les opportunités sont encore ouvertes. Ça se voit pas, je suis un peu dans l'ombre, mais je bosse comme un fou tous les jours, que ce soit avec le développement pour Ferrari, toutes les journées de simulateur que je fais. Je me donne à fond et j'espère vraiment que tout le travail que je fais paiera un jour. On croise les doigts. Merci. On croise les doigts. On a presque fini, Arthur. Et là, je vais te faire un test de rapidité. Je te reprends la tablette. Oh putain. Arrête, hop. Test de rapidité, alors pas trop vite non plus, parce que ça m'est déjà arrivé une seule fois. Le principe, il est très simple. En un mot. Tu vas avoir 60 secondes pour répondre aux questions en un mot. Tu as un joker, si une question ne te plaît pas, tu peux la squeezer. Le principe, il est clair? Oui. Jusqu'à maintenant, on n'est jamais arrivé au bout des questions. Une fois, je suis arrivé à la dernière, on va voir ce que ça va donner avec toi. Je suis pas très bon à ça, généralement. Ça mais me rassure. on va essayer. Ça me va. Tu es prêt? Ouais. Allez, 3, 2, 1. Ton circuit préféré? Spa. La meilleure voiture que tu as pilotée? Ferrari Formule Schumacher ou Senna? 1. Senna. Ton goût de glace Leclerc préféré? Chocolat. Une passion cachée? Piano. Ta voiture de tous les jours? 287 GTS, mais c'est une voiture de fonction. Quel est ton J'adore. plus gros défaut? Plus gros défaut? J'en ai beaucoup. Un joker. Joker. Qui était ton idole quand tu étais jeune? Ayrton Senna. Le circuit que tu n'as jamais roulé mais que tu aimerais rouler? Suzuka. Ta musique préférée? Ou ton groupe? Firth of Fifth, Genesis. Ouais, je sais. Ok. Tu vas pas connaître, c'est pour les vieux ça. Cars 1, 2 ou 3? Ouais, 2. Honnêtement, je sais même pas. Je crois que j'ai oublié déjà tout le Allez, ça si remonte tu à trop devais te longtemps. décrire en un mot pour finir, Je l'ai, mais je sais pas comment décrire. c'est quoi? Bah, j'ai beaucoup d'objectifs, Ambitieux? ambitieux. Ambitieux. C'est très bien, c'est parfait. Cars 2, par contre, Je connais pas, j'ai pas vu. t'as pas vu les Cars? Je crois que j'ai vu le premier. Deuxième, troisième, je suis pas sûr. Le 2, c'est celui où ils font la course avec la petite F1 là en Italie et tout. Ok, j'ai pas vu ça. Alors, faudra que t'appelles Isaac ou quoi, parce que là. Ouais, je crois qu'Isaac il regarde. J'avais vu que non. Et dopé à Cars, Isaac. Mais ouais. c'est pas possible ça. Ah, vous nous direz dans les commentaires Cars 1, 2 ou 3. Bon, Arthur, merci beaucoup. Merci à C'était toi. très très cool de prendre le temps. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Merci à l'Automobile Club, bien évidemment, de nous avoir accueillis. Et tu as fait quelque chose pour vous. Tu as dédicacé ce petit casque
qui est juste devant et qui sera à gagner sur Instagram, sur le compte de l'Automobile Club et sur le mien. Donc n'hésitez pas à aller voir, voilà, dédicacé de la main de Monsieur Arthur Leclerc. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. D'avoir pris le temps, c'était très très cool. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un j'aime. Et on se retrouve très bientôt. Bonne chance pour les 24. Merci. Et à très vite. Ciao ciao tout le monde.